Bonjour mes chers amis, vous m'avez posé énormément de questions concernant les orages et ce que je fais depuis maintenant 7 ou 8 ans, puisque vous avez pu le remarquer que à la base je fais un peu d'expédition partout dans le monde et ça doit faire 7 ou 8 ans que je ne fais plus que de la chasse à l'orage. Et du coup vous m'avez posé plein de questions concernant tout ça et pourquoi aussi ce virage incroyable, et je vais vous y répondre dans cette vidéo, puisque c'est la réponse à la FAQ d'Instagram. Là ce qu'on voit défiler du coup c'est les images de mon dernier film qui est donc Twisted Monster, et celui de l'an passé qui est Broken Widow, mais aussi celui de l'an d'avant qui est aussi un vrai film du coup, Interceptor. Les liens sont en fait directement sur ma chaîne. Là on peut voir qu'on a une très belle rotation ici dans ce film. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Vous m'avez posé des questions et aujourd'hui je vais y répondre. Je rêve de hunt en dehors de ma région. Alors en fait ce que je pense que tu veux essayer de dire par là, c'est que tu voudrais chasser du coup en France, et tu te demandes comment t'organiser et tout. En vrai il n'y a pas une énorme organisation, hormis celle du matos peut-être dans ta voiture, et surtout la pré-chasse. La pré-chasse c'est d'aller déjà lire sur des modèles météo, que ce soit Météo Ciel ou d'autres sites internet où tu auras des modèles ce qu'on appelle arômes. Donc en gros ça va regrouper un peu tous les paramètres, les mettre dans un paramètre, et ce paramètre, ce qui va définir un peu sur la carte, va te montrer les endroits où il peut y avoir potentiellement des paramètres soit tornadiques, des paramètres de précipitation, des paramètres où les cisaillements des vents sont intéressants et tout. Et ça vraiment, là il y a plein de sites internet où tu peux regarder un petit peu tout ça, regarder la pluie, où ça tombe, machin, etc. Ça va te générer un peu comme aux USA, du coup des modèles où tu vas voir un petit peu des orages avant de voir les orages, c'est un peu le but. Et grâce déjà à ces prévisions, tu vas pouvoir du coup te positionner et te mettre bien par rapport à l'endroit où ça pète. Alors c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait il faut vraiment regrouper un nombre assez sympathique de paramètres pour arriver à des résultats. Et encore, même moi tu vois, des fois je prédis avec arôme, je regarde ci, je regarde ça, je demande des conseils, et même avec beaucoup de prévisions tu peux tomber dans sur un flop, parce que la météo c'est pas une science qu'on connaît encore à 100%, et du coup même avec les modèles météo, il arrive parfois qu'il ne se passe rien. Bon, dans la plupart des cas, moi ce que j'ai pu voir en tout cas dans le Var, c'est que la plupart des modèles météo que je lis sont relativement corrects, j'arrive toujours à avoir du résultat. Et quand je fais ça, parce que encore une fois c'est quelque chose que je fais ça assez occasionnellement en France, j'ai pas trop le temps, mais quand il y a vraiment une belle situation qui se présente avec des potentiels assez intéressants, je suis dessus. Puis après c'est ton instinct de chasseur, hein, de suivre la bonne cellule. Tu regardes celle qui donne un petit peu de food, tu regardes un peu les vents, tu regardes celle qui mange un peu plus d'humidité, qui grossit un peu plus, c'est un peu au petit bonheur la chance. Bon, globalement ça fait un peu comme aux USA, des grosses lignes ou parfois pas. Ça peut aussi faire des cellules isolées, mais il faut essayer de sélectionner la bonne. Et après l'expérience ça vient avec les années, hein. Tu sais à peu près, tu regardes le ciel, je sais pas, pour moi l'expérience vient avec les années. C'est un mélange de pratique, c'est un mélange de modèle météo, c'est un mélange d'arômes, de ci, de machin. Et franchement la préparation après, dans ta bagnole, à ta droite tu poses ton sac, ton appareil photo, etc. Et puis c'est tout, hein, en vrai il n'y a pas réellement de... Pour moi, se surpréparer à aller chasser, ça sert à rien, sachant que tu peux peut-être trop te préparer et repartir aussi bredouille, parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui paye à chaque fois systématiquement. Moi, je te conseillerais déjà, déjà garde un petit appareil si tu veux à côté de toi, un téléphone avec ton radar météo qui te permet de suivre déjà un orage. Tu regardes un petit peu comment ça évolue, tu prends un peu la température, tu t'amuses comme ça déjà pour commencer, et te mets pas trop la pression. Il faut que ça reste, ça reste un hobby, et puis voilà, si tu peux avoir une ou deux, trois belles photos, te faire plaisir. Moi quand je pars un peu comme ça en hunt en France, avant toute chose, je me fais plaisir. Je nourris l'âme du bonhomme, tu vois. Je nourris l'homme. Je suis là devant l'orage, j'en prends pas la gueule, il y a des impacts, des machins. Ça fait du bien. Après, si j'arrive à avoir de belles photos en plus, c'est un plus. Je veux dire, c'est pas mon gagne-pain, j'en ai rien à foutre. Ça reste un plaisir. Moi, j'adore ça, j'aime bien les orages, j'adore la météo globalement. Et juste d'assister à ça et d'être au bon endroit, déjà, ça fait plaisir. Donc vraiment, trajet, radar météo sur ton téléphone, prévision, super important, météo ciel, arôme, etc., météo France. Tu regardes Kéronos, qui peuvent aussi t'aider un petit peu à savoir si ça va péter ou pas dans ta région. Et puis voilà, après c'est au petit bonheur la chance, et c'est la chasse quoi. Faire-tu la vie aux USA qu'en France? Techniquement moi j'ai jamais vécu aux USA, donc on va dire que
Si tu parles de vie, de vivre l'instant et tu manges là-bas pendant 2 semaines et tu dors, je pense pas qu'on est dans le coin des États-Unis si tu veux aller par là, où je vais pas dire qu'il fait pas bon de vivre, mais c'est quand même très aride, c'est quand même très plat, il y a peu de montagnes. C'est très plat hein, là où on chasse hein, globalement, et c'est pas pour rien que ça s'appelle les plaines américaines. Alors, si tu montes un peu dans le Colorado, dans le nord et tout, bon ça commence un peu à devenir un peu montagneux et tout, mais globalement, les grandes plaines américaines, tout ce qui est Oklahoma, Texas, même Nebraska du sud, en vrai, c'est relativement, Kansas, c'est relativement assez plat. Après, pour y vivre aux USA, moi je vais pas manquer de respect aux Américains, mais perso j'ai pas grave envie d'aller vivre là-bas. Je suis pas dans le bail, je sais pas, c'est une autre culture, c'est un autre... J'aime bien notre petite France, elle est quand même, on est quand même bien en France, bien sûr, on va pas y revenir, il y a des soucis machin et tout, mais crois-moi on est bien où on est, crois-moi. Après, vivre une expérience, vivre une aventure là-bas, c'est toujours cool, tu vois, c'est un peu ambiance Texas, western, les supercells qui pètent dans ces décors incroyables. Décor incroyable, moi je parle du vide, hein, pour moi il y a des vides qui peuvent... Le vide n'est pas forcément moche, tout dépend quelle conception tu as du vide. Moi j'adore des fois voir une plaine avec juste un puits de pétrole et la cellule qui pète en face. C'est une vision que certains trouveront assez minimaliste, moi j'adore le vide, hein. Je dévore du vide sans problème. Et c'est vrai que là-bas c'est relativement vide là où on chasse, mais c'est ça qui fait un peu la courtoisie de tout ça, c'est que t'as des petits décors comme ça, des petites stations essence, un peu abandonnées ou pas abandonnées, mais au milieu de nulle part. C'est ces ambiances où tu te demandes comment ce mec là, il est là, il vit, il y a des gens qui vivent là, qui tapent des 40, 50, pareil. Autant des fois, quand t'es à la campagne en France, tu tapes des distances en voiture qui sont assez grandes. Autant là-bas, les distances aux USA, les mecs tapent 80 km pour acheter une baguette de pain, des fois dans leur bourgade, parce que c'est des petites bourgades et les petites bourgades elles sont toutes attachées avec des routes, mais les routes en fait t'as l'impression dans nos vidéos que ça va super vite, mais en vrai des fois tu tapes juste 70 bornes pour faire d'un point A à un point B. C'est-à-dire que ça se trouve le petit Philippe, pour aller à l'école, il tape 80 bornes aller et 80 bornes retour tous les jours. Mais ça on se rend pas peut-être bien compte dans les vidéos de chasseurs d'orage, mais c'est vrai que la route là-bas, la vie je pense, pour un américain qui vit dans les plaines, je dis pas que c'est une horreur et que c'est un enfer, parce que eux ils sont habitués, mais moi j'aurais la flemme de taper des heures de route tous les jours pour aller boire un coup, ou faire un truc, ou aller au ciné, ça me ferait chier quoi. Donc ouais, peut-être ceux qui vivent en Californie, dans l'Arizona, les trucs où il y a un peu plus des grosses villes collées côte à côte, où il y a un peu plus de, voilà, un peu plus de biodiversité, c'est intéressant. Après les grandes plaines, c'est un environnement assez particulier, spécial. Y vivre à l'année, toute ma vie et tout, je préfère largement me mettre un concombre dans le cul, si tu vois ce que je veux dire. Question suivante. Jamais dans nos cœurs la dinde. Continue de chanter dans tes vidéos, pitié, nous dit Florian. Eh ben écoute Florian, c'est un format que j'aborde avec parcimonie, mais il s'avère que j'attribue cette nouvelle pratique du chant parce que je trouve qu'elle habille assez relativement mes films. Ça m'évite d'acheter des musiques, ça m'évite de faire beaucoup de choses. Souvent je cale ça sur une petite ambiance audio assez intéressante. Et l'exercice est intéressant. Je trouve personnellement que ça rend super bien dans le dernier film, le plus abouti, Twisted Monster. Ça apporte une petite touche de gaieté, une petite touche d'humour, parce qu'ici on n'est pas des culs serrés. Et on aime bien s'amuser un petit peu. J'aime bien, comme je le disais sur Instagram, mélanger la science et l'humour. Parce que moi, regarder juste de la science, ça me fait chier. Ça me fait chier, j'y arrive pas. Et je me suis dit, putain, si je dois pas être le seul dans mon cas, des fois c'est bien de s'instruire et tout, de regarder des trucs intéressants et d'être là, ah oui d'accord. Mais moi je suis quelqu'un qui aime bien, bah déjà de toute façon c'est pas, entre guillemets, moi je fais des vidéos un petit peu drôles et tout sur Days machin, des fois des vidéos un peu plus sérieuses, mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez joyeux, d'assez extraverti et tout. C'est pour ça que mes films sont remplis de passages qui vont pas parler de trucs très sérieux, et puis d'un coup je vais partir en couille, parce que c'est moi. C'est moi en fait, je suis comme ça, je ne vais pas changer, je suis comme ça. Donc en fait, si vous passez par mes films, même les chasseurs d'orage, je suis désolé hein, pour ceux qui sont très... oui, bonjour Philippe, Jean-François. Alors c'est très cool. Moi malheureusement, je suis tout l'opposé, je suis complètement fou. Donc ça part, donc à un moment ça part. Voilà, c'est pareil, là tu vois Florian, j'ai dérapé. Mais c'est comme pour le chant, je vais pas me mettre à chanter. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré... Bon là ça rend pas bien parce qu'il n'y a pas de mixage audio et tout, mais c'est quelque chose que ouais, je sais pas, mes films sont... c'est des ovnis. Bah, je sais que c'est des ovnis, il y a certains qui sont état de choc bar et tout.
Les chasseurs d'orage, on a tous nos tempéraments, nos envies, notre façon peut-être d'instruire ou de montrer des choses. Moi, ma façon de partager mes chasses, en tout cas à l'orage, c'est de chanter, c'est de partir en couille, c'est parfois quand je peux d'instruire un petit peu, mais c'est surtout c'est de partir en couille. C'est ce qui fait aussi la beauté du personnage, c'est que je suis quelqu'un qui peut passer d'un environnement très sérieux à un environnement où vraiment je mets des grandes mandales. Mais on aime bien, c'est ça le truc. Mais pour revenir un petit peu au chant, ça fait partie un peu de cette touche de folie qui rejoint un petit peu ma palette de couleurs. Et je ne compte pas m'arrêter là, puisque je pense que dans le prochain film... il y aura bien évidemment du chant, tips de logement, internet, voiture, etc. Alors en vrai, pour la chasse à l'orage, du moins aux USA, si tu demandes ça pour ça, je pense pas pour la France, logement à l'arrache. C'est-à-dire que en fait, tu te lèves le matin, tu dors là où t'as dormi, t'enchaînes ta journée de chasse de 9h, 8, 9h, 10h selon les gens qui se lèvent un peu tard, hein, Yannick et Guillaume, et... après, je dis ça, en gros, c'est péjoratif parce que globalement, les orages démarrent aux alentours de. Dans la fourchette 14 et demi, entre 14 et demi et 15, 16, c'est là où ça commence à péter, puis après ça démarre, tu vois. Donc en vrai, t'as le temps, tu peux dormir un peu le matin. Mais moi, j'aime bien quand même me lever tôt pour. Faut que ça parte, tu vois. Mais en gros, les logements, c'est vraiment à la fin de la chasse, selon comment ça se passe. Si. La Supercell, elle est encore active et qu'elle va envoyer de la foudre, bah la chasse ne s'arrête pas, donc elle va continuer 1h, 2h du mat. Donc là, selon l'endroit où on est et selon l'endroit où on va target le lendemain, on va du coup target des petits motels par-ci par-là. Et globalement, ça va être des hôtels 6, des hôtels qui n'ont aucun nom, des Red Roof, comment ils appellent ça là-bas, je sais plus c'est quoi les noms, mais on prend ce qui vient en fait, on essaie de prendre pas trop cher, et en général on est 3 ou 4, on va essayer de dormir dans la même chambre, 2 par lit, et on arrive à amortir comme ça une nuit à 10 balles quoi, 10-15 balles globalement quoi. Mais les logements, quand t'es 4 et que tu prends la même chambre, c'est pas ce qui revient le plus cher là-bas, je dirais plus que c'est l'essence et la voiture, d'ailleurs on va en parler. Internet free, t'y vas, Radarscope, même pour lire GR Level ou comment ça s'appelle, Collège du Page ou le Storm Prediction Center aussi, les prévisions ça suffit largement. Moi free je suis bien. Après c'est vrai que en chasse parfois dans certaines circonscriptions tu auras des coupures internet très défavorables, c'est pour ça que certains cette année sont équipés de Starlink pour prévenir ce genre de choses. Après techniquement c'est du luxe parce que grosso merdo il y a vraiment en 7-8 ans je crois que j'ai vu 2 grosses zones où ça coupe énormément. Je crois que c'est d'ailleurs dans le Dakota où vraiment il n'y a plus de réseau, il y a des moments où il n'y a plus de réseau. Techniquement tout le Texas, l'Oklahoma, Kansas ça coupe un peu, Kansas ça peut couper un peu, mais tout ce qui est Texas, Oklahoma, Nouveau-Mexique en bas, mais vraiment fallait en bas dans les montagnes, parce que ça devient plus montagneux au Nouveau-Mexique en bas, donc c'est plus hardcore pour la co. Mais globalement, moi vraiment free, je capte partout, Radarscope H24 dans la bagnole en USB, j'ai aucun problème. Après, si tu veux aller un peu dans le luxe, bah tu prends une puce là-bas internet, qui va te coûter globalement pour 2 semaines, je dirais 60 €, et il te faut un petit modem et une antenne que j'ai là. C'est un petit modem 4G, tu mets ta puce américaine dedans, tu branches l'antenne, et c'est le montage nous qu'on fait traditionnel sur le toit, qu'on branche ensuite au PC, où tu peux l'avoir directement au Wi-Fi. Mais avec les années, j'ai pu le voir que, je sais pas comment c'est possible, mais je l'ai vu avec l'évolution des années, je trouve que l'infrastructure téléphonique américaine s'est améliorée et on capte beaucoup mieux. J'ai remarqué ça sur les 2 dernières années. Sur les 2 dernières années, vraiment, on a beaucoup mieux capté que moi quand j'y suis allé en 2017 ou en 2018 avec Maxime et l'autre collègue. Je trouve qu'on captait pas de ouf, et vraiment à partir de Dreamcatcher, et vraiment là je l'ai vu avec Interceptor et tout, on a capté beaucoup mieux internet avec nos téléphones respectifs. Moi perso c'est free, j'ai un Google Pixel, donc je sais pas après si avec les iPhones ça marche pareil, mais free, t'as tout compris. Voiture c'est pareil. Pas besoin de sélectionner un véhicule hors norme comme on a pu le voir même dans mon film à moi, parce qu'on n'a pas eu le choix, mais nous on a été surclassé gratuitement. C'est gratuit, on prend. Après, même si c'est gratuit, ça suce. Et c'est ça le problème, c'est que ces gros 4x4 qui sont très jolis visuellement dans la vidéo sucent énormément. Ça suce de malade. Donc je vous déconseille ces 4x4 énormes.
Ce que je vous conseille, c'est vraiment un SUV ou un 4x4 moyen et SUV équipé de 4 roues motrices. Le mieux pour économiser, c'est d'avoir un SUV équipé de 4 roues semi-motrices, parce que des fois vous allez avoir affaire à des dirt roads, et dans les dirt roads, il vaut mieux avoir quelque chose qui assure, quand même. Le meilleur véhicule que j'ai eu de toutes mes charges, je crois que c'était le truc qu'on voit avec Oiseau, là où on est dans les dirt roads, je sais plus c'est quoi le modèle. Oiseau nous le mettra en commentaire, mais ou je vous le mettrai en vidéo. Mais là de toute façon on est engagé, hein. Là on est engagé. Tu sais que là avec la Mazda de mort, là on serait... Oh là là, elle part, là, ça y est, ça part. Là avec la Mazda on serait resté là-dedans, on bouge pas de là-dedans. Oh le marche-pied. Ah oui. Alors Toyota, votre bagnole c'est du solide, hein. Parce que je peux vous dire que ça, avec un SUV normal on le traverse pas. Là pour le coup on peut dire, n'empêche, oh, non. Non mais regarde les pare-boues. La salle de terre en dessous là. Ah ouais. Oh non. Ah mais faut laver la bagnole. Non. Non, si. Ah ouais si. Oh ça partira. ce truc là, ouais, 4 roues motrices et tout, on a monté des pentes avec ça de gras dégueulasse, hein, de pluie, donc de boue, hein, littéralement on roulait dans de la boue. Et quand tu commences à rouler avec un 4x4 dans de la boue et qui tient la route, même si ça drift un peu mais qui tient la route, c'est que c'est un bon véhicule. La plupart des gens, des fois font soit ils prennent un véhicule trop haut de gamme en 4x4, mais vu que le véhicule est très lourd, il va avoir tendance à partir en couille et tout. Moi je pense qu'un petit véhicule pas trop lourd passe partout, un SUV ou un 4x4 léger avec 4 places, quand même un bon rangement à l'arrière, parce qu'oubliez pas que vous partez avec du matos photo, donc il faut quand même pouvoir ranger tout ce matos quelque part. Ça suffit largement. D'ailleurs c'est ce qu'on aura, on verra ce qu'on aura cette année, mais je pense qu'on aura un SUV 4x4 ou un 4x4 moyen qui consomme pas trop, tout simplement, parce que ça suffit largement. 6 semaines, bah ça fait beaucoup, 6 semaines, hein. Bonne chance à toi, si t'as les finances c'est ok, mais moi je pense qu'il faut compter par semaine. Il y a 7 jours, tu vas dépenser je pense entre 40 et 50 $ par jour, 60, ça dépend. Ouais, je dirais entre, allez, par semaine, je dirais entre 500 € si t'es vraiment comme ça, si t'es vraiment une pince, et au max, je dirais 800. Mais là, tu vis comme un prince, hein. Mais moi, j'arrive à vraiment être une... J'arrive à faire le prorata entre être une pince et prince. Tout dépend d'où tu dors. Si tu dors dans ta bagnole, t'économises. Si t'as des... Ça va dépendre aussi des orages, hein. Si les orages, le lundi, c'est au Texas, et le mardi, c'est dans le Wyoming... Bah déjà, et après tu retournes au Texas le lendemain, bah déjà tu vas avoir de la route, tu vas consommer, tu vas être fatigué, enfin ça va l'essence quoi. Après globalement l'essence a un peu baissé aux USA entre guillemets, c'est moins cher que chez nous donc ça passe, et encore une fois, si vous êtes 4, vous divisez les frais, donc ouais mais le budget c'est grosso merdo entre 500 et 800, c'est une grosse fourchette mais au moins si t'es économe tu peux t'en sortir, c'est pas quelque chose qui... C'est pas comme ce que te montrent les influ-voleurs ou les youtubeurs à la con, là, tu sais, où ils partent, ils vont dans l'Arizona et puis ils sont là à les 5 étoiles, les bordels. Ça, c'est des vacances à la con, c'est ce que n'importe quel youtubeur va te montrer. Les fameux Las Vegas et les fameux Arizona avec les déserts qu'on voit 600 fois dans les vidéos. Mais en fait, eux ils sont la plupart du temps, ils s'en battent les couilles, ils sont sponsorisés et tout. Donc ils vont même pas te parler de tarifs. Et de deux, les prix sont plus chers dans leurs vidéos à eux parce que les mecs ils vivent dans des endroits très touristiques, donc tous les prix vont être très excessifs. La Tornado Alley, c'est pas entre guillemets l'endroit le plus touristique des USA. Texas, je veux dire, la plupart des gens s'en bat les couilles d'aller au Texas, même s'ils y vont une fois pour tester, parce qu'il y en a ils veulent juste aller voir l'ambiance un peu texane. L'Oklahoma c'est pas non plus la destination phare, donc grosso merdo c'est pas des départements entre guillemets très chers, mais tu vas quand même devoir sortir du rond, surtout pour l'essence. Après ça dépend de ta bouffe, hein. Si tu bouffes tous les jours au resto, ou si tu fais comme nous, tu manges un vieux hot dog sur le côté de la route, tu peux t'en sortir, mais ouais,
ça va varier des personnes, des connaissances, et etc. Moi, ce que je conseille pour économiser, comme je disais tout à l'heure pour le véhicule, ne pas prendre un véhicule haut de gamme non plus. Prendre quand même un véhicule qui fait le taf, mais pas non plus haut de gamme. Pas manger tous les jours au resto, essayer de taper des petits snacks par-ci par-là, parce que de toute façon aux USA tu mangeras forcément de la merde, t'as pas le choix. Puis si tu manges pas, normalement si t'es un être humain tu meurs, donc évite de ne pas manger, mange quand même. Mais là, hormis économiser sur l'essence et les hôtels, ouais, y a que ça à faire. Alors, moi je suis désolé, c'est pas parce que je suis fou et complètement éclectique que je me bourre la gueule tous les jours, à savoir que je ne consomme pas d'alcool. Je ne bois pas et je ne fume pas. J'ai cette chance, je mange de la merde, ça m'arrive de manger de la merde, des burgers, des frites, et ça m'arrive, voilà, j'ai pas une nutrition des plus saines malheureusement, même si j'essaie de faire attention quand même, mais du haut de quasiment mes 40 piges, je n'ai aucune carie, j'ai aucune dent fatiguée, aucune dent malade, et je suis plus ou moins en bonne santé, Inch'Allah, comme dirait l'autre. Donc non, désolé, je ne bois pas d'alcool. Alors, ça m'empêchera pas de boire une petite DSP si on fait vraiment une bonne chasse avec une bonne tornade et tout. Je m'envoie une bière, bon, ça désaltère un peu, ça libère un peu, là, voilà, voilà, on est bien. Mais non, dans la vie de tous les jours, je ne bois pas d'alcool. Coût total par personne d'un voyage comme celui-ci avec dépenses sur place. Le coût total, moi en 2 semaines, j'estime ça aux alentours de... Sans le billet d'avion qui va te coûter lui 500 balles, 500-600 balles globalement, si tu t'y prends à l'avance. Pareil pour le billet d'avion, prenez-vous-y 5-6 mois à l'avance. Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Vous allez trouver des billets un peu low cost avant de partir, mais vous allez globalement déjà c'est chaud d'avoir des fois une place, même pour Dallas. Et moi je vous conseille d'acheter votre billet 3-4 mois à l'avance. 3-4 mois ça suffit, c'est pas la peine non plus de prendre un an à l'avance, mais 3-4 mois ça suffit les gars. Et donc sans le billet d'avion, déjà t'as 600 balles qui partent dans le billet d'avion. Et si t'es en bagnole à ton aéroport, si on ne dépose pas le coût du parking, etc. Donc t'as 600-700 balles qui partent là-dedans. Et ensuite sur place, vraiment pour 2 semaines, moi je sors 1K5 facile. 1K5, 1K8, entre 1K5 et 1K8. Facile, donc 1800 € je pense à peu près, voire 2000, voilà, quand je ramène un peu quelques cadeaux pour la famille. Mais grosso merdo pour 2 semaines, ouais c'est... Ouais, je pense avec la... Et là, attention, hein, donc là, il y a la location de la voiture, l'essence, la bouffe et de dormir et de manger tous les jours. Ça englobe tout ça. Donc on est aux alentours entre 1500 et 2000 € je pense, pour 2 semaines. 2 semaines, donc 14 jours, complet. Cette idée, il y a 7 ans, d'aller chasser des orages, c'est peu commun. Bah en fait, comme je le disais sur Instagram, je suis sorti d'une expédition assez intéressante avec Wallan. Je venais de faire l'île de la Réunion pour les volcans en explosion, parce que j'avais fait juste avant l'Islande, pour l'atmosphère de glace. Je voulais continuer sur une autre atmosphère, donc j'avais fait l'île de la Réunion. On a pu filmer des volcans en éruption. Après, je voulais revenir un peu dans le monde de la moto, donc j'ai voulu faire un truc un peu humain, pas touristique. J'aime pas le truc que font H24 tous les youtubeurs, donc je voulais moi-même pour l'esprit et pour l'équipe qu'on fasse un truc un peu hors du commun, un peu qui n'a pas été fait, et jusqu'à ce jour j'ai pas vu beaucoup de même dans le monde de la moto faire un truc pareil, et faire un truc qui nous parle, donc aventurier. Donc Mongolie, donc la Mongolie à l'arrache, location trouvée sur le fil grâce à des collègues, et encore une fois on loue des motos qu'on ne connaît pas, prise de risque parce qu'on a les snowpass, enfin faut aller la voir la Mongolie, la vidéo sur la Mongolie c'est un banger vraiment. Et juste après, en rentrant, je ziote comme ça Twitter, et je vois passer cet américain complètement fou, en train de gueuler « Hey, Stoke, tornado !» À peu près, je le limite comme ça, vulgairement, mais il était comme ça, et je fais « Mais pourquoi il est excité comme ça, cet homme ? Pourquoi cet homme est excité comme ça ?» Et je regarde sa vidéo, bon elle est filmée à l'arrache, au smartphone, parce que lui il s'en bat les couilles, et là je le vois, il tourne son smartphone, et je vois un énorme tube, avec une base nuageuse, bon à l'époque je savais pas que ça s'appelait comme ça, pour moi c'était juste des nuages quoi, mais je vois ce truc, et je fais c'est quoi ça? C'est des images de synthèse, c'est pas possible, je savais, enfin, je suis pas gneugneux, je sais qu'il existe des tornades, mais ça m'intéressait pas plus que ça avant, et de voir ce mec là excité comme ça et a fait me renseigner sur la chasse à l'orage. Donc j'ai commencé à du coup les grands classiques, hein, à feuilleter un peu Google, voir un peu aussi les drames malheureusement avec Team Samaras et tout, connaître Retimer, me renseigner sur les films de chasseurs d'orage sur RMC et la chaîne History à l'époque avec
le célèbre réalisateur qui a filmé avec le premier Dominator avec sa caméra IMAX. J'ai regardé un peu tout ça et j'ai fait waouh, mais en fait c'est dingue, pourquoi je l'ai pas fait avant? Genre vraiment, je sais pas, ça m'a pris d'un coup. Et bah comme pour les autres expéditions, c'est vraiment une envie, juste l'envie de vivre un truc, et parce que c'est une phrase d'enculé de dire ça, on n'a qu'une vie, mais c'est une réalité, c'est que la vie elle défile et chaque jour est un jour en moins dans ton espérance de vie, donc autant essayer de vivre quelques trucs. Et je voulais vivre une expérience différente de tout ce que j'avais vécu, donc que ce soit l'Islande, la Réunion, la Mongolie, je voulais vraiment vivre autre chose, et je me suis dit pourquoi pas devenir un chasseur d'orage l'espace d'une saison, l'espace de 2 semaines, parce que je voulais pas faire ça plus que ça là-bas. Je me suis dit j'y vais, je regarde ce que ça donne et je m'y essaye. Le défi c'était vraiment de rien connaître, d'y aller à l'arrache et de voir si je peux faire quelque chose en fait. Après sur place tu te rends compte que c'est dangereux, qu'il faut éviter justement d'y aller à l'arrache et qu'il faut éviter d'exploser son pare-brise avec une dinde, même si j'ai pu continuer l'aventure. Donc j'ai découvert tout ça comme ça. Heureusement, bah, j'avais aussi commencé un petit peu à faire mes recherches en France et j'ai découvert aussi bah, du coup l'existence de crises chroniques chaotiques et etc. Et suite à mes vidéos, bah, après bah, j'ai eu pas mal de retours, bons et mauvais, bah, d'internet, et j'ai pu aussi bah, du coup rencontrer comme ça, je crois Gwen à l'époque, Maxime, etc. avec qui du coup bah, j'ai refait une année derrière en 2018. Et du coup ça s'est mieux passé, j'ai pu mieux cerner le truc, et c'est vraiment l'année 2018 où j'ai compris que je voulais faire ça, et je me suis dit ouais c'est ce que je veux faire. En 2018, même si j'ai vu aussi les mauvais tournants de la Tornado Alley, donc les gens qui se prennent la tête pour rien, les tarés et tout de là-bas, des tarés de chasseurs plutôt devrais-je dire, mais j'ai vu aussi le bon là-dedans, et j'ai vu aussi la passion que c'est, et la passion que ça a déclenché en moi, et je sais pas comment dire, mais c'est vrai que avant la chasse à l'orage, je faisais littéralement pas de chasse à l'orage. C'est-à-dire que j'en avais rien à foutre et que j'étais comme monsieur tout le monde. C'est-à-dire que limite, je ne connaissais pas l'existence des chasseurs d'orage. Donc il y a 8 ans, vraiment, je ne connaissais absolument pas l'existence des chasseurs d'orage. À aucun moment, j'étais prédestiné à faire ça. Et vraiment, je faisais autre chose. Je faisais que des trucs un peu où tu montes des montagnes, où tu escalades des trucs, où t'es tout le temps en galère aussi. Mais c'était un autre truc, tu vois. Mais t'es en galère, mais c'est un autre truc. La Laponie, pareil, motoneige, on traverse la Norvège et tout en motoneige. On roule sur des arbres avec des 6 mètres de neige. Enfin, c'est que des dingueries comme ça, mais ça n'avait rien à voir avec la chasse à l'orage. Mais un peu comme toute chose dans la vie, parfois tu découvres des passions, même passé 30 piges. Et là, je me suis découvert une passion incontrôlée, parce que encore aujourd'hui, j'y retourne. Là, cette année, j'y vais, les gars. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre un peu les stories, tout ça. Mais ouais, cette année, j'y retourne encore. C'est-à-dire que c'est un truc qui m'a pris à la gorge, comme ça m'a pris à la gorge, et je n'arrive pas à m'en détacher. Je n'y arrive pas. Là, je sens quand même que cette année, si je fais une bonne saison, ce sera peut-être pas ma dernière saison peut-être aux USA, mais j'aurai envie de faire autre chose l'année prochaine, mais ça dépendra de ma saison de cette année, mais j'aime cette passion de chasseur d'orage, je ne l'explique pas, je n'ai ni les connaissances, ouais. Ah, regardez, Titi. Je n'aurai sans doute jamais les connaissances, peut-être à 100% d'un vrai chasseur d'orage français ou américain, mais avec les connaissances que j'ai de targeting, je commence à... Là, vous savez, je m'attaque, je vais vous dire où j'en suis un petit peu, je m'attaque aux pressions, à savoir tout ce qui est chaud et froid, comment ça marche, pourquoi ça stagne au fond, enfin au sol, grâce au soleil, machin, que ça réchauffe et que ça monte, etc. Donc je m'attaque vraiment à des trucs un peu plus scientifiques, pour essayer de mieux moi-même target mes zones dans la vraie vie, mais globalement, je vais pas dire un novice, mais je sais aller chasser un orage, je sais le suivre, je sais utiliser un radar et tout, j'ai appris énormément, je sais... voir un crochet, je sais voir où il y a des impacts, je sais aller sur quel site aller pour voir où il y a des impacts, je sais lire une rotation, je sais... En fait, je sais plein de trucs, mais c'est tous ces petits trucs, les uns derrière les autres, qui font que j'arrive, si tu veux, à m'en sortir. Mais globalement, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais tout ça pour dire que ça a littéralement débuté il y a 7 ans avec une vidéo Twitter, voilà, de Reed Timer, voilà. C'est vraiment le premier mec que j'ai vu,
Enfin, c'est vraiment... Alors, c'est pas la première vidéo de tornade que j'en avais déjà vu avant, mais c'est encore une fois, c'est un truc que tu vois passer dans ton fil, et tu scrolles. Je t'en fous. Mais là, l'expression de son visage, la façon dont il a amené ça, la joie, son équipe, ça m'a mis une claque. Je sais pas, j'avais vraiment envie de me renseigner sur le truc, et ça, du coup, ça a démarré là. J'ai commencé à creuser, à suivre des tutos sur internet, à lire quelques livres sur la météo, à m'intéresser à tout ça, à découvrir Chronique Chaotique, regarder ses vidéos, le contacter, puisqu'en 2017 il m'a énormément aidé sur le terrain en message Facebook, faut le savoir, que Chris c'est une des premières personnes qui m'a aidé dans l'ombre à comprendre un peu les orages aux USA, parce qu'il a vu que j'étais un peu dans la détresse et que j'avais un peu du mal et tout, et du coup il m'a filé quelques coups de main pour comprendre les bases entre guillemets. Et ensuite, après, avec le temps, 2018-2019, plus tu rencontres de gens, plus tu apprends des trucs, plus on te montre des sites, plus on te montre les données, comment lire les données, comment les interpréter et tout. Et plus, à la fin, quand tu regroupes tout ça, tu arrives à chasser, tout simplement. Et c'est venu comme ça, c'est venu vraiment d'une vidéo Twitter de Retimer, littéralement. Très 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 beau patron, et merci pour ce que vous nous offrez, la bise, merci beaucoup Joko, c'est très très gentil. Quelle est la tornade que t'as vue qui t'a le plus impressionné? Je dirais qu'il y en a deux. Celle de McCook dans Dreamcatcher était quand même monstrueusement belle. Et en fait, comme on était bien placé selon son angle et sa trajectoire, on avait une belle... déjà, on avait une belle visibilité sur la tornade. On voyait la base. Et en plus de ça, on voyait un bout de la, de la supercell qui était bien dessinée et tout. Et on était à bonne distance pour observer la tornade, la base, la supercell, le décor. Et je regrette un peu à l'époque, j'ai filmé ça, je pense que je l'ai quand même bien filmé, mais j'étais trop fou. Et ça, c'est vraiment le côté que j'essaie de contenir en moi, c'est que je suis... encore une fois, très expressif, très en roue libre. En fait, je suis professionnel, entre guillemets, dans ma façon de filmer, dans ma façon de prendre des images. Je sais être très carré. Vous pouvez même demander à Oiseau, je suis quelqu'un qui va limite ne pas parler. En fait, le personnage farfelu que je suis en vidéo ne reflète pas réellement la réalité des fois de comment je suis pendant les chasses, à savoir que je suis très... je suis là, je regarde ma focale, les ISO, je suis complètement fou avec le matos, mais je vais exploser par contre quand je vais voir une tornade, ça dépend. J'essaie de devenir un peu plus, entre guillemets, professionnel sur ce point-là, et on le voit dans Interceptor que je suis beaucoup plus réservé et beaucoup plus... Je suis un peu fou, hein, ça part en couille au début, mais après je comprends que l'événement qui se passe devant moi est exceptionnel, et là du coup je vais vraiment placer toutes les caméras, et c'est des mécaniques que j'ai appris à façonner avec le temps, parce que c'est pas facile, et du coup je réponds à peut-être une autre question qui est dans une question, mais ouais, je dirais que la tornade qui m'a le plus impressionné, c'est celle de McCook et de Morton aussi, qui était vraiment... ah putain, Morton c'est quelque chose, hein. La chasse était incroyable. On a pu voir la tornade naître et mourir, littéralement. Et les tornades, parce qu'on avait plusieurs. Ouais? Oui? Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il veut? Non, mais je suis en train de faire une vidéo, là. C'est pas possible. T'as tout donné. T'as tout donné, Titi. Bah oui, une petite caresse, voilà. Je pense que les tornades qui m'ont le plus choqué, ouais, je dirais que c'est pour le moment McCook, qui était d'une grâce et d'une splendeur incroyable. Et je dirais, ouais, Morton, c'est l'événement d'une vie, presque, j'ai envie de dire. Hein. C'est une tornade comme ça, en open field, qui fait plus d'1 km de large et tout. EF2, donc 200 km/h au niveau des vents et tout, sur l'échelle de Fujita. Je sais pas si c'est l'échelle de Fujita améliorée ou pas qu'ils ont pris pour la EF. Ouais, c'était une EF2. EF2, je crois, ouais, EF2 Morton. Et ouais, c'était... ouais, c'est fou, hein. C'est vraiment celles qui m'ont le plus impressionné, c'est des événements d'une vie, hein, j'ai envie de dire. Je sais même pas si je reverrai un truc comme ça un jour, tellement c'est rare d'être vraiment au bon endroit, au bon moment. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai quand même perdu une caméra, mais comme je l'ai dit à l'instant, c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est que dans ma folie qui fait partie de moi-même et de mon personnage, j'ai réussi à rester professionnel, entre guillemets, et à vraiment immortaliser le moment. Pour moi, visuellement, j'ai réussi à prendre du plaisir visuellement en regardant, et j'ai réussi à gérer mes 3 ou 4 caméras.
Et ça, c'est vraiment une satisfaction qui me permet encore aujourd'hui de revoir d'ailleurs ces images de temps en temps et de me dire putain j'ai vécu ça quoi. Et c'est vraiment c'est un film de science-fiction mais qui n'est pas de la science-fiction et tu vois ça, les impacts qui tombent, cette rotation à l'œil nu qui tourne hyper vite et tout et toute l'équipe qui est folle, Yannick qui crie, Guillaume qui est là, il en perd même Kevin hein, qui commence à devenir fou. Mais ouais, c'est un événement d'une vie. Hein. Morton, je pense que c'est l'événement d'une vie. Après, c'est les gens que tu rencontres aussi. Hein. En vrai, je parle souvent des tornades. Là, tu me parles de tornades. Mais putain, quand tu vois Retimer et toute son équipe en 2019, on a vécu un rêve. Hein. De beaucoup de chasseurs. Nous, on s'en rendait peut-être pas compte parce qu'on était en mode créatif et tout. Enfin, moi, en tout cas. Pareil, là, j'étais très concentré sur mes caméras et tout. Mais de voir Retimer, de lui parler, d'échanger avec lui et son chien... et toute son équipe de dronistes, enfin, on était sur le parking, il y avait les 10 bagnoles, il y avait les Dominators, il y avait tout quoi, c'était la totale, ils avaient les sondes, ils avaient les fusées qui partent dans le cul de la Supercell pour prendre des infos à l'intérieur, ils avaient tout, ils pouvaient tout nous montrer. Je pense qu'on a vécu un truc que lui-même pourrait faire payer en séminaire, tellement c'est insane ce qu'on a vécu. Donc en fait, ce qui m'a presque le plus impressionné, c'est peut-être, je pense, de rencontrer l'équipe de Retimer et tous ces passionnés réunis au même endroit et des mecs que je connaissais pas mais qu'en fait sont hyper connus aux USA pour ce qu'ils font sur un plan scientifique au niveau des tornades et des orages et tout, et les mecs en fait sont devant toi et tu sais même pas, il y a tellement de mecs, en fait chaque mec est un cerveau de ouf et tu sais pas à quel cerveau parler pour essayer de toi-même nourrir le tien, tu vois. Donc t'es devant tous ces en fait c'est comme si t'étais dans l'attaque des titans et que t'avais tous les titans devant toi, tu sais, et en fait tu sais pas à qui parler. Ils sont tous insane. C'est comme si t'assistais à un truc, bah déjà, enfin, c'est comme si t'avais 10 tornades au même moment et tu savais pas laquelle filmer. Je sais pas si tu vois, pour imaginer un peu le truc. Donc en vrai, je t'ai beaucoup parlé de Morton, je t'ai beaucoup parlé de la tornade de McCook et tout. Et j'en ai vu plein d'autres hein, dans d'autres vidéos. Mais c'est vrai que d'avoir vu en 2019 Retimer et toute son équipe était une tornade en soi aussi visuelle, je pense, et intellectuelle, auditive, expérimentale. Tout est à prendre. T'es là, tu t'imprègnes de ça, ça nourrit ton corps et ton âme, et tu repars tellement... limite, si dans la journée derrière tu vois rien, t'en as rien à foutre, et le pire de tout ça, c'est qu'on voit donc Retimer, toute son équipe, on se nourrit de ça, nos âmes se nourrissent de ça, nos entités, et après, on voit les tornades de McCook, il y en avait plusieurs, hein, ce jour-là aussi, on en a filmé plusieurs, les tubes, c'était une journée, je crois que c'était la plus grosse journée de même, je pense, Yannick le dira, Morton c'était bien, hein, mais là, en 2019, ce qu'on a vécu avec Yannick, je pense que c'était, une des meilleures journées en tant que chasseur d'orage que j'ai vécu de ma vie. Même si, par la suite, bah du coup, j'ai gagné en expérience, en maîtrise aussi de mon matos et de comment filmer ça, et j'ai pu faire de meilleures images, je trouve. Bah quand même 2019, c'était quelque chose. You speak English. Yes, I have to speak English if I'm going to United States of America, because if you don't speak English in this country, you are fucked a little bit. So you have to speak English for booking hotel, rent the car, at the airport, because if you are front of a guard and he told you, hey, what are you doing in United States? If you told him, hey, croissant, he gonna just fuck you up. So you have to speak clear, good, and if you can, try to practice with some people in real life, you know, because you are in Tornado Alley and you want to ask some question for some people, and hey, where is this direction? Where can I go to eat some apple? Where can I go to see a nice basketball match? Where is the town of Springfield? Where, you know, asking question and can understand the response, and is very you know what I'm saying. So you have to understand English. And you have to speak a little bit. My English is not perfect. You can make me a patat in my face if you want, because my English is not perfect. I have like a Slavic, it's a melange of French and Slav English. It's very weird to, you know, you hear what I'm saying, but you can understand me. If I'm saying I'm gonna fuck you up with my one punch, you understand that, yes? So, good.
Et la moto, mais j'aime bien les orages aussi, toujours un plaisir de te follow. Eh bien la moto et les motos, j'en ai de moins en moins, et la dernière aussi peut-être, ou les avant-dernières vont partir, parce que j'aime ça, je vais continuer d'en faire, je referai peut-être des trucs en bécane un jour, je pense. Ça me trotte dans ma tête, j'ai des projets quand même intéressants visuellement dans le monde de la moto. D'ailleurs, normalement, sur cette chaîne, des dingueries vont arriver concernant la moto, je peux pas vous dire encore ce que c'est, mais vraiment, je vous conseille de vous abonner. Donc t'inquiète pas, le contenu moto arrive. Il y en a moins parce que, t'as vu, je suis à fond dans d'autres bails. Je suis à fond sur Day, je fais beaucoup de streams. Je crée beaucoup de contenu autour de ça, donc ça me prend du temps. Et bah, je peux pas mettre que du temps dans de la création de contenu. J'essaie aussi de vivre ma vie, en fait, tout court. Donc voilà. Mais t'inquiète, il y a des trucs qui vont arriver. Alors, le véhicule, je sais pas ce qu'il est devenu. Il est parti sur une remorque. Et les bouts de dinde, je les ai malheureusement pas enterrés, je les ai mis dans un sac poêle et je les ai jetés gentiment parce que ça se fait âme de laisser un cadavre comme ça. Donc on a ramassé à peu près ce qui restait du machin et on l'a jeté dans une poubelle industrielle. Non, non, on vit pas aux USA ici, on est bien en France, hein, Ça m'intéresse pas de vivre aux USA. Pourquoi chasser les orages qu'aux USA? Les colères du ciel en plus, hein, attends. Pourquoi chasser les orages qu'aux USA et pas en France et en Italie qui est à côté? Aïe 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 Maxtanza! Eh Diego de la Santiago de la Marea del Sol, mais qu'est-ce que tu me racontes un culeados, va? Hey! Les colères du cielo, les colères de weather. Oh, enfin! Maxence, enfin! Mais il regarde pas mes stories, c'est pas possible. Après, oui, en termes... Alors, je te l'accorde, en termes de contenu YouTube, j'ai mis une charge, je crois, en 2023, c'est tout. C'était un vieux truc dans le Loir-et-Cher. C'était intéressant quand même, j'ai eu quelques impacts et j'ai eu une Supercell. Mais encore une fois, alors d'une, les colères du ciel, je crois que tu n'es pas informé, ou pas assez. Après, il est vrai que je n'ai pas montré... Alors, on va y revenir. Alors, pour la chasse aux orages, je ne chasse pas qu'aux USA, puisque même si je ne publie pas forcément grand-chose sur les réseaux ou sur YouTube, quoique ça a quand même changé en 2024, c'est pour ça que je suis étonné que t'aies pas vu, c'est que, bah, d'une, je chasse en France, ça m'arrive plus que tu ne le crois. Ok, l'orage est en train de tout doucement se mettre en place. Ça va être bientôt le showtime. On recharge un peu ce qu'il faut recharger. C'est en train d'arriver là. C'est en train d'arriver gentiment. J'ai déjà vu, on a vu encore là. Les premiers impacts commencent à arriver ici. Oh, le setup de fou. Le setup de fou. Au milieu de nulle part. Ouais, c'est ça. Et là, c'est une activité électrique de marche de fou. On est dans le bar, pas loin de Porquerolles. On n'est pas venu déranger Monsieur Macron, mais prendre un bel orage de type bœuf bourguignon là qui envoie, il a envie. Hein. Là, je dépose autre part toutes les 15-20 secondes. Le spectacle il est monstrueux, c'est incroyable. Sur le château Dracula à ma droite. Ouais, y a pas côté que ça pète. Regarde-moi ça. Je suis obligé de faire attention les gars. C'est encore Bernard, chasseur d'orage. Je suis passé en alerte rouge. D'autres chasseurs sont potentiellement arrivés sur mon spot. J'essaye de me faire discret. Si je ne veux pas apparaître sur leur radar, je dois faire aucun bruit et rester immobile en train de regarder mon appareil faire des photos. C'est la seule solution que j'ai. Je sais pas si on va le voir, mais le spectacle est insane. Je suis en train de shooter un bateau et derrière il y a un orage et ça a tapé dessus ou à côté, je sais pas trop. Waouh, c'est insane. Je sais pas si on aura la photo, mais je crois que là, je suis en train de me régaler. J'ai tapé quand même 1 heure de route, une demi-heure de marche. Waouh! Wouh! Le comte Dracula est de sortie pour prendre des photos d'orage en pleine nuit, moussaillon. Wow. Ouais, salut, c'est Bernard, la chasseur d'orage.
J'avais un peu froid dehors, et puis regardez, ça pète devant, ça me fait chier. En vrai, ça me fait chier d'être là. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là, putain? Bon, après, bon, il y a quelques impacts, on va pas se plaindre, c'est sûr. Mais on est quand même mieux aux USA, avec tous ces fast-food et toutes ces boissons de puants dégueulasses, on va... Et c'est visible d'ailleurs en story Instagram, il y a une story épinglée qui s'appelle Chasse en France, et dans cette story, tu peux voir que je sors, je vais pas dire une fois tous les 2 mois, mais quand la saison est, quand il y a vraiment la saison est haute des orages en France, et qu'il y a vraiment des belles choses qui se présentent à nous, et que ça passe dans le Var ou dans les Bouches-du-Rhône, je suis dehors. Hein. Je suis dehors et je suis en dessous de la Supercell. Hein. Alors, c'est juste que, bien évidemment, si la Supercell elle dormirait et qu'elle flop, bah je vais pas avoir d'image, donc j'aurais pas forcément grand chose à partager. Et il m'arrive aussi parfois de chasser sans prendre mon matos, donc j'y vais et puis juste je prends du plaisir comme ça. Mais des chasses à l'orage en France, j'en ai fait vraiment, l'année dernière, même en début d'année, un paquet là, vraiment, j'ai dû sortir déjà là 5-6 fois déjà. Hein. D'ailleurs, l'année dernière, quand je suis rentré des USA, j'ai chassé derrière en France et j'ai fait des photos de dingos. Qui sont d'ailleurs ici. Donc, à mon avis, elles sont en train de défiler. Donc, techniquement parlant, soit t'es pas au courant, ou soit je le dis pas assez sur les réseaux. Mais encore une fois, après, ça reste aussi un hobby. Mais je chasse en France. Bien sûr que, monsieur les colères du ciel, je chasse en France. Pas partout parce que j'ai pas le temps, et encore une fois, c'est pas mon gagne-pain, mais quand j'ai une petite situ dans le Var ou les Bouches-du-Rhône qui se présentent, je suis dans mon véhicule, le radar il est allumé, le matos est prêt à shooter, et si je peux faire un peu de contenu et me faire moi-même plaisir, je le fais. Donc, regarde bien mes stories épinglées et suis un peu plus mes stories et tu verras qu'au contraire, même si c'est pas mon taf, même si c'est un hobby, je suis quand même sur le terrain et plus que tu ne le crois. Pour mon plaisir personnel, mais après quand je partage, je partage. Et concernant l'Italie, alors... encore une fois, je pense que tu n'as pas suivi mes stories, mais en plus de chasser un peu plus régulièrement en France depuis que je fais la Tornado Alley, parce que les orages ne sont pas que la Tornado Alley, il y en a de très beaux en France, et j'ai fait de très belles photos d'ailleurs en France, j'ai tenté quelques trucs aux USA en Italie, que j'ai aussi partagé d'ailleurs dans mes stories, et grâce à toi, je vais vous montrer quelques images. Malheureusement, alors c'est pas une chasse réussie, mais je pense que grâce à toi, des gens vont peut-être passer un bon moment. Donc je te montre les seules images que j'ai filmées en Italie, aussi les résultats que j'ai eu là-bas, et ces images n'existent pas, elles ne sont nulle part ailleurs, même pas sur Instagram, c'est grâce à toi que les gens vont voir ça aujourd'hui. Donc on est parti pour le mini-film, en Italie. Eh oui, les orages, c'est pas que aux USA et en France. Parfois, il existe un petit endroit en Italie où les situations sont plutôt propices à faire de supercellules. Et cet endroit, c'est Gênes. Et là-bas, quand ça pète, ça pète. Alors cette séquence est au ralenti x 0,2 parce que j'ai pas eu le temps de filmer le panneau italien, donc voici la frontière. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous partons, et je vous annonce tout de suite dès le début de la vidéo, normalement je devrais repartir et vous devriez repartir aussi avec des images très très belles plein de la tête. Pourquoi? Parce que nous allons aller chasser les trombes marines à Gênes. C'est quelque chose que j'observe depuis quelques années en dehors de la Tornado Alley, et c'est quelque chose que je n'ai absolument pas pratiqué. Donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous à bord de mon E46 de pur dégueulasse qui galère à monter dans les côtes italiennes, et je me fais doubler par un Dodge Ram alors qu'on n'est même pas du tout aux USA. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. J'ai envie de te mettre une patate quand tu me doubles comme ça et que tu prends les deux voies, j'ai envie de t'exploser la gueule. Mais ouais, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu le concept. Avoir des gros impacts de foot bien énervé. C'est conceptuel parce que du coup je ne l'ai jamais fait. Et puis c'est une découverte de l'Italie à la dure, à savoir en pleine nuit, puisque je viens de mettre en ligne mon film Twisted Monsters, et je suis parti à la hâte sur une décision un petit peu hâtive à la recherche de ces fameuses trombes marines. Les trombes marines, en fait, c'est des tornades, les gars, c'est juste qu'elles sont sur l'eau, du coup on appelle ça des trombes. Voilà. Alors je viens d'arriver à Arenzo et je suis face à une cellule déjà très active, donc je n'irai pas jusqu'à Genova. On va s'arrêter pas très loin d'ici, je pense,
pour des raisons de photo et parce qu'on va être en bord de plage, tout ça. Donc je pense pas qu'on va avoir besoin d'aller plus loin. Alors là, je filme carrément en night vision. Je sais pas si vous me voyez bien, mais on est arrivé sur un petit spot pas mal. Il y a déjà beaucoup de chasseurs d'orage. Je sais pas si on les voit dans la night vision là-bas, mais là, je pense que vous allez voir quelque chose. Alors ça va être tout vert, hein. Là, je suis en train d'essayer de shooter ici avec mon appareil. Mais là, en face de moi, il y a un monstre qui est en train d'arriver. Et je pense que c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Je suis arrivé vraiment au bon endroit, j'ai l'impression, et au bon moment. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui sort, mais wow, c'est super actif, hein. C'est super giga actif. C'est insane. Waouh. Vous voyez, je me suis garé là. J'ai mon matos ici, puis j'ai mon trépied ici, mon appareil là. Donc je sais pas si on va bien me voir, mais on est bel et bien en Italie. Et putain, ça fait bizarre, hein, de venir chasser un truc, de l'avoir target sur le GFS et tout, et de voir ça, ce monstre popper comme ça, là, c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas si vous le voyez bien, mais je vais essayer de vous faire montrer. Je vais montrer quelques photos en timelapse du coup. Le problème pour l'instant, c'est que c'est au large. Certains d'entre vous vont reconnaître ce spot mémorable, où il y a déjà eu pas mal de trombes, en fait même carrément à l'intérieur du port. Moi pour l'instant j'essaie de shooter ce qui arrive au large, après c'est au moins à 80 bornes, c'est pas à côté. Il y a une très forte activité électrique juste en face là-bas, ouais. Ouais, voilà, on a vu quelques trucs là encore. Bon bah ça a pas pris comme c'était prévu à Gênes, mais petit haut de consolation juste ici, c'est en train de péter un petit peu. Je sais pas si je vais réussir à avoir quelque chose, mais je suis plutôt bien positionné. Bonne chance, ça arrive droit sur moi et en plus on va se faire bouffer. Voilà. Ici on est en train de shooter de la photo et là je fais un petit hyperlapse. Je sais pas ce que ça va donner, mais peut-être que ça va être cool. Waouh. On improvise un setup pour filmer, photographier ce qui est en face de moi, ouais. Alors ce qui est intéressant avec cette super cellule, c'est que malgré qu'elle ait une énorme activité électrique, bah c'est un train de fou. On n'arrive pas à avoir vraiment des vrais impacts à l'extérieur de la supercell. Ça n'arrête pas de péter dedans, on a quelques extras vite fait, mais compliqué quand même. Cela dit, et cependant, ça reste un spectacle assez fou.
Ok, je suis en night shot les gars, pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe dans le ciel. Et je trouve que ça rend pas mal en night shot. Waouh, 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 waouh. Ça pète fort. Hein. J'ai ma caméra ici qui est en train de filmer et faire de la photo. J'ai celle-là qui est en timelapse. Et moi je suis littéralement sur la plage. Bon, il y a des lumières derrière moi. Mais l'ambiance est dingue. Hein. C'est ma première chasse à Gênes. Alors bien sûr il n'y a pas de trombe, il n'y a pas de tornade, hein, mais super cellule très active comme vous pouvez le voir. Ça pète dans tous les sens et le spectacle, le lot de consolation est très bon. Regardez-moi ça. Je fais des essais, c'est pas des expéditions comme ça à l'arrache que je fais tous les jours. Et ce night shot, je voulais l'essayer au Texas, mais j'ai jamais pensé. C'est super parce qu'elle est vraiment stationnaire juste devant. S'il se passe quelque chose, on peut presque le voir sous les bases. Hein. On aperçoit un bout de la base qui est juste devant moi. On est parfaitement positionné. Hein. Et vous voyez, le spectacle est splendide. Hein. On entend... Ah, putain, on commence à en voir des... Ça commence à sortir un peu. Oh, l'ambiance est complètement folle. Hein. C'est vraiment... Bah, je suis toujours sur la même cellule et au même spot. Elle a la tendance à se renforcer au radar. Les bateaux là-bas ils tanguaient pas du tout. Et là ils commencent à tanguer un peu. Il y a de la houle, il y a de l'activité. L'activité électrique elle s'intensifie un petit peu. Au radar elle est plus jolie. Il y a un peu plus, le noyau est un peu plus rouge en termes de pluie et tout. Et vous avez pu voir, là on voit à l'œil nu, hein, c'est en train de... Ça part quoi. Ça part, je te casse la tête quoi. Je te mets une patate je pense. Dans 2 minutes je pense que je t'en mets une. Ah, qu'est-ce que c'est reposant le bruit de la mer, les vagues, avec une supercelle qui te fait un gros doigt d'honneur au loin en disant je t'envoie pas un seul éclair dans la gueule et je vais tout garder pour moi et mon gros ventre dégueulasse. En tout cas, ça valait la peine de faire le déplacement. Heureusement, putain, que je roule à l'éthanol, mais c'est un beau spectacle tout de même, ouais. Aucun regret. Peut-être une petite surprise, on va voir, mais c'est vraiment un sacré spectacle. Hein. De toute façon, pour l'instant, je vais rester là-dessus. Puis s'il se passe un truc sur Gênes, eh ben, je vais faire demi-tour. Je sais pas c'est quoi ce bruit, je crois que c'est la grêle mais je suis pas sûr. Il y a un énorme bruit à gauche là. Pourcent les gars, je la vois d'ici. Ouais on la voit. Oh, putain. Alors dans l'excitation et la folie, j'ai l'impression de voir une trombe au loin, mais impossible à dire. Même en mettant ces images au ralenti, vous voyez, on a du mal à distinguer quoi que ce soit au large. La folie sûrement. J'essaie de rattraper l'orage parce qu'en fait il y a des signes de rotation à l'intérieur. Et c'est pas facile parce qu'il n'y a pas de route. Il part super vite. Hein. Je me suis mis là pour shooter. Wow. Bah celui-là il est beau hein. D'ailleurs on voit au ralenti, hein, il va littéralement mettre une microseconde de jour sur toute la côte. Et bah ouais, je l'ai eu en photo mais malheureusement flou. En tout cas, moi ma chasse en Italie s'arrêtera ici. Et très content, hein. Je pensais pas que c'était si énervé que ça, mais ouais, il y a quelque chose qui fait qu'ici, il doit sûrement y avoir une explication scientifique, mais ouais, les orages prennent très fort. Hein. Là, de toute façon, c'était vu sur Arome depuis un petit bout de temps, que ça allait péter ici, enfin 3-4 jours plutôt. Bon, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, c'est cool. On va se laisser sur ce panorama côtier, parce que là, du coup, c'est vrai qu'à la Tornado Alley, c'est très plat, les ambiances sont très plates. Et waouh. Et du coup on n'est pas à la Tornado Alley, là c'est ambiance un peu le large, la mer, les bases un peu monstrueuses comme ça. Et puis un spectacle de fou quoi. C'est une autre ambiance que le Texas. Et je pense qu'en Europe il y a des choses à faire. Et voilà, de temps en temps quand j'aurai le temps, parce qu'effectivement
Là, la situ valait le déplacement, mais je vais pas me déplacer non plus pour un petit orage. Voilà. Faut qu'il y ait un mec qui ait une grosse situ pour faire autant de bornes. Mais de temps en temps, on se fera des vidéos comme ça, avec des grosses situations en Europe, enfin surtout moi du coup sur la côte, parce que franchement ça vaut le déplacement. Ouais, sacrée ambiance pour finir une vidéo. Devant un portail, en plus c'est interdit de franchir le truc. Donc voilà Maxence, et non, je ne chasse pas que aux USA. Ça m'arrive de chasser en France, alors parfois je ne filme pas tout ce que je fais, mais là je vous montre un petit bout de mon petit paradis littoral, j'ai envie de dire, d'orage, où parfois des choses comme ça peuvent se passer. Après bon, Gênes, il y a quand même des circonstances et des paramètres climatiques qui font que ça pète souvent ici, un peu comme par chez moi dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Mais bon, quand ça pète fort et ça peut donner ce genre de super cellules qui parfois justement ne restent pas en terre et quand ça va dans les... Enfin, ne reste pas en mer et quand ça va justement dans les terres, ça peut générer de très beaux impacts et de très belles choses. Alors, quelques collègues apparemment ont réussi tout de même à se régaler un tout petit peu, mais globalement ça a été la merde un peu pour tout le monde ce jour-là. Et je crois que Yannick, il me semble, de Verse, celui avec qui j'ai fait Dreamcatcher Interceptor, lui il est carrément resté toute la nuit en veille et il est parti à l'autre bout encore de l'île, je sais pas où, mais je crois que c'est même pas. Je crois qu'il a littéralement changé de pays, il est peut-être même parti en Croatie pour tenter d'intercepter un autre orage et de faire une belle photo, ce qu'il a réussi à faire. Et ça c'est insane. Mais moi en tout cas je voulais vous montrer ce petit spectacle et aussi de vous montrer que en fait la chasse à l'orage c'est pas encore une fois que aux USA, effectivement. Ça peut être partout dans le monde, même en Europe, et ça peut péter partout. Et ça pète aussi fort chez nous, faut pas croire. Les super cellules et les gros orages, c'est pas que dans la tornado. Allez. Comme tu as pu le voir, je suis parti en Italie même 2 fois, et une première fois gros flop, la deuxième fois un peu plus de résultats. Mais disons que tout ça, ça a un coût, et encore une fois, c'est un hobby. Donc à part si t'es millionnaire, je ne pense pas que tu pourras aller chasser, même si c'est pas loin de chez moi, pas loin en 2012, ça aurait été sympa, pas loin en 2025, ça fait un petit 100 balles aller-retour d'essence. Bon, je peux le mettre une fois de temps en temps, on va dire une fois par an ou deux, si vraiment ça vaut le coup. Le mettre une fois par mois parce qu'il y a une cellule qui va larguer 2 éclairs, ça fait un peu cher l'éclair si tu veux aller par là en Italie. Mais donc voilà, pour répondre à toutes tes questions, je pense que tu n'étais pas assez renseigné, mais au moins maintenant tu sauras que le BBX, même s'il fait que du jeu vidéo, du Days et un peu de contenu moto quand il a le temps, bien évidemment avec les films que je sors aux USA, en plus de temps en temps, il m'arrive de sortir en France et même en Italie, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à tes questions. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker la chaîne de ce monsieur parce qu'elle est relativement qualitative, faut dire ce qui est. Merci pour ce que tu partages. As-tu des tips pour t'en sortir pas trop cher pour les billets d'avion? Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il faut prendre les billets d'avion, je dirais max 3 mois à l'avance. Si tu peux un tout petit peu avant, 4-5 mois, tu vas taper des billets, même des fois à 400, j'ai vu des trucs à 480 €, hein, aller-retour Dallas, ou aller-retour Colorado, Denver, parce que tu peux soit atterrir en haut ou en bas, parce que tu restes globalement dans la tornado aller, et après tu te démerdes, mais globalement un bon billet aller-retour Dallas en classe économie avec ta valise, une valise de 23 kg, donc je dirais que tu es entre 480 et 700, voire des fois 800 €, mais si tu peux en avoir un billet à 550 comme moi j'ai eu là, c'est le top. BBX, quelle est pour toi la meilleure chasse? Comme je l'ai dit, ma meilleure chasse, encore une fois, c'est celle avec l'équipe où on a intercepté Morton, même si j'ai fait des belles chasses avec oiseaux aussi, il faut dire ce qui est. Mais Morton reste une très belle chasse. Après, encore une fois, ma meilleure journée, de chasseur en tant que chasseur d'orage, je dirais quand même que c'est Reed Timer avec les tornades derrière. C'était une journée incroyable, toute la journée était magnifique, donc pour moi c'est une des meilleures chasses que j'ai pu avoir de ma vie, je pense. Après j'en ai eu toutes les chasses entre guillemets. En fait j'ai vécu des bons moments aussi avec Maxi, mine de rien. J'ai vécu des bons moments aussi avec Oiseau, de très bons moments aussi. Mais c'est vrai que dans ces années-là où je suis avec Guillaume et Yannick, on a vu quand même des dingueries quoi. On a vu des grosses dingueries, donc je
peux pas dire que c'est des chasses de cons, c'est des chasses qui m'ont marqué, c'est des chasses qui m'ont plu, et même si j'ai dans Twisted Monster vécu des moments aussi très forts et incroyables, je pense que quand même, ouais, Rick Timer, Tornade derrière et tout, c'était incroyable. Morton pareil, c'est insane quoi. Mais je t'avouerai quand même qu'après réflexion sur la question d'avant et celle-ci, j'ai moi-même chassé une cellule de nuit en France qui a donné de sacrés impacts et qui m'avait fait très plaisir. Donc comme quoi, tu vois, ça n'a rien à voir avec les USA, c'est une chasse en France. C'était un épisode Sevenol et ça avait impacté de fou et tout, j'ai pris un pied fou. J'étais tout seul, j'étais à me démerder avec mon radar et tout, et j'ai réussi à suivre le truc pas mal, à bien orienter mon appareil photo et tout, et t'as une satisfaction d'une de faire une belle chasse, et de deux, de faire de belles images. Et quand tu mélanges les deux, et quand tu nourris ton homme, plus ta conscience, tout, et que tu fais de belles images, bah tu passes un bon moment quoi. Écoute, un voyage au State pour chasser les orages en globalité. Alors je crois que ça je lui avais déjà répondu. Globalement on est sur 2 cas. Pour 2 semaines. Attends, as-tu eu la dépression, l'orage, le truc qui valait le détour, ou ça n'a pas encore payé? En 7 ans de chasse, enfin 8 ans même maintenant, alors quand tu dis l'orage n'a-t-il pas encore payé, alors moi techniquement je n'ai jamais réellement gagné d'argent avec la chasse aux orages, j'en ai toujours, bah si je dois vraiment parler cru, j'en ai toujours perdu, c'est-à-dire que, enfin, ou pas gagné, pas perdu, parce que Interceptor j'ai réussi à amortir en faisant l'espèce de location sur Vimeo. On va dire que 2017 sous-perdu, 2018 sous-perdu. Vraiment là je parle, quand je dis perdu, c'est-à-dire que je n'ai rien gagné. J'ai vraiment mis des sous de mes économies juste pour vivre le truc, tu vois. Donc 2017 donc perdu, 2018 perdu, 2019 perdu parce que c'était pas monétisé, mais j'avais réussi à faire un peu de sous, donc j'ai réussi à me faire plaisir. Et c'est vraiment, je dirais, qu'à partir de Interceptor, où j'ai gagné, entre guillemets, enfin, où j'ai rien gagné et rien perdu. Et Dreamcatcher. Non, après, donc Dreamcatcher, il y a eu la série avec Oiseau. Et là, pareil, j'ai rien gagné mais rien perdu. Et ça, grâce à une OP. Et du coup, ça nourrit juste l'homme et ça vous fait vous plaisir. Et Twisted Monster, j'ai rien gagné et rien perdu. Parce que pareil, bah, j'ai réussi à mettre ça sur le dos d'une OP et la monétisation de vidéo a rattrapé un peu les meubles. Donc globalement, l'important pour moi surtout dans ce genre d'expédition, c'est déjà d'une effectivement de ne pas perdre d'argent, comme tu peux te poser la question ici. Alors en fait, pour info, je pense que sa question tournait plus autour du est-ce qu'un orage a déjà pondu de belles tornades. Donc oui, là on revient à Morton et Macook et toutes les autres chasses. Mais je trouvais la question financière intéressante, donc je me suis laissé bercer par ma connerie. Et j'ai répondu à du coup une autre question, mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Si je peux en gagner un petit peu, c'est bien, mais c'est vraiment je gagne pas, je gagne rien. Vraiment, je gagne juste à nourrir mon corps et mon esprit, et à vous faire plaisir à vous en tant que film, et à moi me faire plaisir en créant des images et des souvenirs inoubliables. Le gain, vraiment, est vraiment là pour le corps de l'homme, hein, vraiment. C'est plus un gain, je dirais, spirituel que monétaire, clairement. Si je voulais vraiment gagner de l'argent avec ça, bah, il faudrait pas que je réinvestisse ce que je gagne, par exemple, avec mes opérations spéciales, dans ce genre de voyage. Mais globalement, moi, c'est pas dérangeant, vu que ça part dans quelque chose qui va recréer quand même une petite économie monétaire grâce à la monétisation. Et en fait, ça s'équilibre. Moi, je touche pas à mes économies que moi je fais grâce à mes diverses activités sur internet, et d'un côté je peux sortir une OP qui va, ou deux qui vont, là plus 2 cette année dernière, j'ai même plus 3, qui vont amortir entre guillemets le voyage. Donc j'arrive à mélanger l'utile à l'agréable sans moi perdre d'argent et en vous faisant plaisir. Mais si je voulais vraiment gagner vraiment des sous, il faudrait limite que je dégage donc des OPSP pour le voyage, et que je fasse une OPSP qui, en plus du voyage, me paye moi juste pour ce que je vais créer durant le voyage. En gros, il faudrait au moins 4... À mon niveau, hein. Je pense que les gros youtubeurs en une OP, ils payent tout, et puis ils ont même des sous pour se payer. Mais à mon niveau d'audience, en tout cas, même si certaines vidéos dépassent les 100 000 vues, certaines les 50 000, certaines même les 300 000 vues sur l'ancienne chaîne,
ça permet pas de générer assez de revenus pour réellement te rémunérer. Donc on peut vraiment ouais, dire ça comme ça. Voilà. Donc est-ce que j'ai répondu à la question de la valeur? Oui. Et dépression, alors la dépression, je dirais pas qu'on est en dépression durant ce genre de voyage, mais je dirais plus qu'on a des humeurs qui vont changer de jour en jour et selon les modèles. En fait, ce qui va un petit peu forger l'humeur, et moi ce que j'essaie de guérir c'est un travail. Ça c'est pareil, c'est un travail. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, si t'enlèves un peu la pression monétaire, on va dire que c'est amorti et que ok, c'est ok, que ça passe, on s'en fout. Voilà, tu vois. Si t'enlèves ça, si tu pars aussi si on se focalise uniquement sur l'aspect créatif et avoir des images, évidemment, si au bout de 4-5 jours les orages ne payent pas et ne donnent pas d'images, tu vas commencer à rentrer dans une petite paranoïa involontaire qui va dire putain, qu'est-ce que je fous là? Et ça, pour lutter contre ça, moi ce que je fais, c'est que je me dis que chaque jour est un... Comment dire? Que chaque jour est une aubaine, que je sois juste là. C'est ce que je me dis, c'est un peu mon médicament, mon Nurofen. C'est-à-dire que plutôt que de rentrer dans une optique de me dire bon bah l'orage il a pas payé, c'est une journée à vide, putain fait chier d'avoir mis de l'essence dans la bagnole et tout, je me dis que quand même, la journée, moi si tu veux, juste d'être dans la tornado allée, de voir des stations dégueulasses, des Américains faire les cons, juste de regarder la route, de regarder à droite à gauche, même s'il y a un peu moins cet effet prenant au bout de 8 ans d'activité, parce qu'au bout d'un moment, t'es habitué à voir les mêmes routes, les mêmes trucs et tout, bah malgré cette habitude qui s'est installée, je me suis toujours mis en tête de me dire de vivre chaque journée à fond. Et je me fais un espèce de blocage psychologique en me disant que si la journée elle paye, c'est incroyable, je suis hyper heureux. Mais si la journée elle paye pas, même s'il y a un petit côté en moi qui en fait sinon je suis pas un humain, c'est impossible. Il y a un petit côté en toi qui va être dégoûté, mais je vais essayer de faire que le côté qui est heureux prenne quand même le dessus, pour toujours me dire que même si la journée est pourrie, j'ai quand même filmé des trucs à droite à gauche, j'ai quand même vécu des trucs, j'ai quand même appris des trucs. Si tu veux, la tornado allée, c'est un long voyage, c'est un long périple, et tu ne pourras pas forcément, peut-être si la saison est pas bonne du coup, voir des choses incroyables tous les jours. Il y a des jours où il va rien se passer, il y a des jours où même que tu vas peut-être passer à l'hôtel et tout. Et ben, il faut justement essayer de transformer ces journées où il ne se passe rien en journées où il se passe quelque chose malgré la météo. Va voir un parc naturel, balade-toi un peu, va visiter les boutiques du coin, ou pas forcément des boutiques de souvenirs, même juste de voir des artisans, des trucs comme ça. Tu te balades dans la rue, tu fais une balade à la con dans la rue, juste tu te balades, tu regardes des vitrines et tout. Vraiment, moi la tornado allée, on va dire que c'est pas que la dépression est possible ou impossible. Forcément, quand t'es chasseur, tu vas des fois être déçu et tu vas avoir des grosses montées d'adrénaline, des grosses descentes parce que putain t'es déçu que le truc n'ait rien donné ou quoi. Mais t'essaies toujours de compenser ça avec le fait de te dire que t'es là, que t'as la chance d'être là et qu'il y a des chasseurs d'orage français qui donneraient tout pour être à ta place, tu vois. Et rien que justement aussi par rapport à tous ces gens qui ne partent pas, ou qui n'ont pas la possibilité ou les moyens même de partir, tu dois te dire à un moment, putain, ok, j'ai vécu une sale journée de merde, l'orage a rien donné et tout, mais j'ai la chance d'être là, tu vois, là où d'autres rêveraient d'être à ma place, tu vois. Et quand tu prends tout ça du coup en compte, tu te dis, bah ouais, tu peux pas être en dépression, tu peux bien évidemment des jours être malheureux, triste, te dire ah fais chier, y a même pas eu d'impact, la pute elle a même pas posé un impact au sol et tout, tu vois, t'es un peu vénère. Il y a des journées où tu seras peut-être un petit peu énervé, un peu et après encore une fois, plus aussi peut-être tu grandis en âge, en maturité et tout, et tu sais pas que tu deviens une machine ou un robot, mais tu tankes beaucoup plus les mauvaises nouvelles que quelqu'un qui va avoir 20, 25, 30 piges, il va être là, il va commencer à se décomposer et tout. Tu tankes pas pareil quand t'es un peu plus vieux, quand t'es plus jeune aussi, tu vois. Et moi je suis arrivé à... Bah, je suis pas un vieux con plus de 50 piges, tu vois, mais je suis encore dans la trentaine, entre guillemets. Mais j'arrive à mieux tanker, entre guillemets, les mauvaises nouvelles, ou même quand je vois un modèle qui est dégueulasse, je me dis, bon bah... Ça fait chier, allez, bon bah vas-y, hein, Subway, hein, si on s'envoie un Subway à une bleue, et vas-y, bon, on va faire autre chose, il y a pas un parc à voir, un truc. Et tu vois, c'est comme ça que ça marche à la tornado allée, c'est que même les journées où tu vas être un peu deg, tu vas essayer de
de trouver des choses à faire et des occupations. On avait visité on a visité des parcs nationaux, on visite des casernes de pompiers, on va chez le coiffeur, on style les tifs, voilà, on s'occupe comme on peut, tu vois. On n'est pas bloqué, si tu veux, dans le cycle. On est là pour ça, mais si vraiment il y a rien. C'est-à-dire que tu vas pas se lasser un cumulus de merde ou des rideaux de pluie, quoi. Il y a des moments où tu vas pas juste taper 1000 bornes parce que t'as une ligne de rideaux de pluie qui se forme et parce que t'es là pour justement pour rentabiliser le truc à fond. Et bah non, bah au bout d'un moment tu peux rien rentabiliser, tu peux rien. T'es là, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as dans les mains et sois juste heureux d'être là, j'ai envie de te dire, quoi. Je veux dire, encore une fois, il y a des gens, ils rêveraient juste une fois dans leur vie d'y aller, quoi. Moi j'ai la chance, mon gars, d'y aller pour la 8e fois consécutive. Putain, bah j'ai de la chance, gros. J'ai de la chance. Alors je me donne les moyens, je taffe dur, je fais des OP et machin, je taffe le truc. Mais encore une fois, ça reste quand même une chance de pouvoir, tu vois, partir là-bas et faire ça. Et d'être entouré de gens qui savent chasser aussi, tu vois. D'être bien entouré aussi, hein. Mais on va pas se mentir, parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les... Il faut s'entourer de bonnes personnes avec qui tu t'entends bien aussi, hein. Parce que si tu es entouré avec des gens où tu t'entends pas bien, où t'as pas la même mentalité, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les gens un peu fous, extravertis comme moi, qui vont se sentir mal à l'aise, ou parce qu'ils sont... vulgairement parlant, on pourra dire que ces gens-là ont un balai dans le cul. Mais non, en fait, c'est juste peut-être des gens qui sont juste plus sérieux et qui veulent pas forcément être tout le temps avec un mec qui est un peu marrant, rigolo et tout. Et voilà. Et c'est ça aussi la chance, c'est que pour l'instant, j'ai eu la chance d'être avec des gens, entre guillemets, qui sont... pas extravertis, mais qui ont de l'humour, qui arrivent à... Yannick, c'est un mec qui tape des barres. Guillaume, c'est un mec qui tape des barres. Kevin est un peu plus sérieux, mais il tape des barres. Maxime, même s'il a l'air très sérieux, en 2018, bah, il tape des barres. Le mec avec qui je pars sur 2017, il tape des barres. 2019, Yannick, Guillaume, il tape des barres. C'est des mecs avec qui tu peux rigoler, mais tu peux être très sérieux. Et ouais, c'est un mélange de tout. Donc la dépression n'a pas sa place, je dirais, dans la Tornado Alley. C'est pas bon. Je veux dire, t'imagines, tu payes un billet d'avion, tu payes des pleins d'essence, des hôtels, machin. Alors je dis pas qu'il faut se forcer à être heureux, hein. Là du coup t'as un problème psychologique, tu vois. Et forcément des journées où tu vas être un peu deg et tout. Mais si tu te mets trop dans la noirceur, alors que t'es là, mec, profites-en. Parce que chaque minute ou chaque heure où tu vas passer, entre guillemets, en plus dépression c'est un trop gros mot, je dirais juste quelqu'un qui est en dépression, c'est au-delà de... Quand t'es aux USA et qu'il y a un orage et qu'il fait pas une super cellule ou une tornade ou machin, si tu tombes en dépression, va voir un psychologue, parce que là, c'est un mot beaucoup trop fort en fait, je pense que pour ta question, je dirais juste être malheureux. Mais encore une fois, s'il y a des jours comme ça, où il se passe rien, où t'es deg et tout, et tu passes ta journée à faire la gueule, moi, non, t'apprends avec le temps que ça ne sert à rien, c'est... Essaye d'être un minimum là quand même, vis le truc, visite carrément une station essence, essaie de que chaque heure que tu passes là-dedans, dans cette Tornado Alley, te serve à quelque chose dans ta tête. Et bien évidemment, il y a des moments où tu te sentiras perdu dans des journées où il se passe rien et où t'as même pas grand chose à faire, ou même où vous allez trouver aucune activité et tout. Mais essaye quand même de te dire que tu as de la chance d'être là et qu'il faut vivre l'instant T à fond. Toujours. Essayez du moins. Puis essaye aussi de te reposer, parce que la Tornado Alley, ça fatigue. Donc quand il y a des journées où il n'y a rien, grosso merdo, soit on fait un truc intéressant, soit on va se reposer, parce qu'après, bah, faut conduire, il y a de la route. Il faut compter combien de budget pour une bonne chasse? Alors, budgétairement, une chasse, c'est un plein d'essence. Donc ça va dépendre si la cellule elle avance vite ou pas, si elle va loin ou pas. Il y a des journées où on va faire juste 400 bornes, et il y a des journées où on va en faire 1200. Et ça c'est pas une blague, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des journées où des chasses, on va peut-être faire 300 bornes et pas plus, et on aura déjà fini la journée, on sera en train de filmer les éclairs. Il y a des journées où le truc va traverser tout l'état, quoi. Donc là, budgétairement, c'est pas toi qui définis ton budget, c'est ce qu'il y a dans le ciel. Ça, on est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a dans le ciel, c'est ta volonté et ton niveau d'énergie. C'est vraiment les 3 facteurs qui vont faire que ton budget va fluctuer. Si t'es fatigué, bah tu vas peut-être lâcher plus tôt avec ton équipe et dire bon vas-y on va déjà target le lendemain et trouver un hôtel. Si t'es pas fatigué, tu refuel
tu mets plus d'essence, tu manges, tu chasses, tu mets plus de temps, l'hôtel va peut-être coûter plus cher parce qu'on peut... Enfin, tu vois, c'est des choix, en fait. Le budget est un choix qui va s'imposer de lui-même au fil et à mesure de la journée. C'est-à-dire que la journée, elle se construit du début jusqu'à la fin, et dans tout ce processus constructif de chasseur, qui va partir du point A, où bah du coup la cellule commence à bourgeonner, elle commence à péter, et tu vas commencer à essayer de te placer en dessous de la base et tout, et bah entre ce moment-là jusqu'au moment fatidique, où bah déjà le truc est déjà bien avancé et tout, donc il y a déjà peut-être eu une tornade, ou une belle structure et tout, et elle est en train de partir, en train de s'essouffler et tout, et ben tout ça, pendant tout ça, tu vas soit remettre de l'essence, manger, boire, etc., peut-être ou pas target le lendemain, et tout ça va fluctuer ton budget. Donc ça, on peut jamais réellement dire. Une réglementation à venir sur la chasse aux tornades. Alors, il n'y a pas réellement, Tony, de réglementation à venir sur la chasse aux tornades aux USA. Alors, il y a un truc qui est passé là récemment dans l'Oklahoma et tout, et si tu lis bien les lignes en gras ou les lignes en toutes petites que personne ne lit, c'est marqué en fait que ça concerne juste, entre guillemets, les chasseurs qui font n'importe quoi. Il faut savoir une chose, c'est qu'aux USA, en fait, on chasse tous pareil, on est à armes égales. Même si on a l'impression que leurs véhicules sont des véhicules très futuristes et très à la pointe de la technologie, au final, c'est juste un véhicule classique qui va se voir doté soit de vitres en plexi pour protéger les vitres, de parois en grille pour anti-grêle, de stations météo fixées avec quelques rivets et quelques vis, et du coup tu as un chasseur de véhicules d'orage. Mais en fait, ce qui diffère entre nos véhicules 4x4 traditionnels de mecs qui vont louer des véhicules, ces mecs-là qui vont équiper leurs véhicules, c'est qu'il y a en dehors de ces mecs-là d'autres mecs qui font autre chose. Et ces mecs-là, ce qu'ils font, c'est pour ça qu'il y a eu cette loi, c'est qu'en fait, ils vont commencer à foutre des gyrophares de shérif, d'ambulance sur leurs véhicules. Et ça crée un malaise, et ça peut aussi créer des accidents. Parce que si tu veux, ton comportement ne va pas être le même derrière un véhicule équipé de feux de stop et de feux diurnes classiques, et un véhicule donc qui est équipé de feux de stop, de feux diurnes, de barres à LED de shérif, de gyrophares qui clignotent, et le truc c'est limite le cirque Pinder son véhicule. Donc quand t'es derrière un mec comme ça, si tu connais pas, tu sais pas si tu dois ralentir, pas ralentir, dépasser, pas dépasser, ça crée des comportements humains complètement aléatoires et disproportionnés parfois, qui vont mettre en danger tout un cortège de véhicules, de chasseurs, etc. Et j'ai même envie de te dire que parfois, dans ce genre de zone, c'est pas forcément l'orage le plus dangereux, mais les chasseurs qui sont sur place et qui vont parfois faire n'importe quoi avec les véhicules. Et là, je te parle pas d'aller sur un petit terrain vague, de filmer quelques plans, ou d'être sur une route isolée où il n'y a rien et de filmer un petit plan d'un 4x4 qui dérape ou quoi, non. Là, je te parle, moi, vraiment de conduite à l'état pur. T'as des mecs, quand ils chassent, ils sont à 120 mph, et je parle même pas de moi ou même d'autres chasseurs. Nous, parfois, on arrive, on fait des voitures speed. Ben, on est à 80, 90, et des fois un peu moins, voilà, il y a des moments où on part un peu en couille, tu vois. Mais il y a personne devant nous, il y a personne derrière. Et dès qu'il y a des véhicules, on se calme. Parce que l'amende, elle va très vite. Et puis aussi, on va se mettre en danger. Donc ça dépend. Les grandes lignes droites, tu vas tendance à avoir un peu à pousser sur le champignon pour un peu accélérer le truc. Mais dès qu'il y a du trafic, tu vas faire super attention. Parce que quand t'es sur le terrain, quand t'es dans ta voiture, t'as ta carrosserie qui te protège, tout ça, c'est rigolo et tout. T'es là, et encore, il peut y avoir des accidents. Mais quand t'es sur le terrain et que tu te mets sur le bas-côté, si t'as un chasseur qui te voit pas, qu'il arrive à fond, en fait, si tu veux, ton corps humain est composé d'ossements et de sang et de cartilage et tout. Donc un véhicule qui arrive, je sais pas, moi, 70 qui te tape dedans, c'est pas, tu rentres pas chez toi avec ta valise, hein, tu rentres chez toi dans une boîte noire. Donc, à cause de ce genre d'accident et de ce genre de comportement et de ce genre de véhicules qui peuvent justement créer d'autres comportements humains inappropriés d'autres du coup véhicules, parce que ces gars-là font n'importe quoi sur leur véhicule et mettent des signalisations qu'ils ne devraient pas avoir parce qu'ils ne représentent pas un organisme d'État. En fait, c'est des particuliers qui mettent des gyrophares, donc ça n'a aucun sens. Arrivent des lois pour réglementer tout ça et qu'on arrête de voir des mecs avec des pimpants partout, des ambulances ou des fausses ambulances avec, en fait c'est des chasseurs en fait, hein, qui font des tout droits avec des feux rouges et tout, et les mecs sont en roue libre quoi. Je veux dire, nous on est un peu fous des fois, mais croyez-moi que les Américains c'est des grands tarés, hein. Ils sont... c'est un autre niveau de folie quoi des fois, les chasseurs, c'est du grand n'importe quoi. J'en ai filmé, je sais même pas si j'en ai mis en vidéo, mais j'ai déjà vu des trucs vraiment, les mecs ils en ont rien à foutre, tu vois. Donc la réglementation donc ne va absolument pas jouer sur nous
chasseurs d'orage amateurs qui louent des véhicules ou même américains, ça nous touchera pas. En fait, on s'en même bat les couilles littéralement. On va pouvoir juste chasser. On va pas nous interdire de chasser un nuage. Ça n'existe pas. Non, nulle part dans le monde. Ça va. On n'a pas tous les jours la chance de conduire un putain de V8, bordel. Laissez-moi profiter. Bah ouais, bien sûr que je vais les ruiner, ces enculés de 4x4, je me fais plaisir. Mais par contre, ces mecs-là qui font n'importe quoi avec leur véhicule un peu bizarre, eux, ils vont prendre la loi en plein dans la gueule. Ah bah tiens, en parlant d'oiseaux tout à l'heure, le voici. Tu viens au festival chasseur d'orage. Moi, oui. Eh ben, moi, non. Alors moi déjà, tout ce qui est festival en général, je fais plus trop. Après, ouais, là, ça m'aurait tenté, quoi que non, franchement, j'y serais pas trop allé. J'ai déjà fait beaucoup de conventions par le passé, j'en ai fait plein, et j'ai plus envie de faire ça. Je peux partager, alors c'est bien, des fois, de voir des chasseurs en vrai et tout, de discuter, de parler d'orage et tout. Moi, perso, je discute déjà pas mal via les réseaux, et je vois déjà pas mal de gens un petit peu sur le terrain, donc ça me va. Après, je pense que c'est cool, ça fait quand même un petit endroit où se retrouver, boire un petit coup, voir... c'est quand même cool pour ceux qui veulent parler à des vrais chasseurs aussi, de leur poser des vraies questions dans la vraie vie. Moi je trouve que c'est quand même sympathique ce genre d'événement, et je crois effectivement qu'il va y en avoir un premier là c'est le premier je crois d'ailleurs événement en Europe, et ça va avoir lieu à Lyon je crois, si je dis pas de conneries. Donc moi je vous invite quand même à y aller parce que c'est quand même cool en vrai. Il va y avoir des petites activités sympas. Je crois que j'ai vu quand même une bobine Tesla énorme, un mec qui va venir du coup pour voir un peu à quoi ressemble un... Enfin c'est pas des vrais éclairs, mais ça permet d'imager ceux qui n'ont peut-être jamais vu dans leur vie. Ça existe, hein, peut-être des gens qui n'ont jamais vu d'éclairs, donc c'est cool. De pouvoir voir des vrais chasseurs, des photos un peu en vrai, voilà. Non mais... Ouais, c'est une convention. Moi, je fais plus ça, les conventions, mais en vrai, celle-ci, elle est cool quand même. Elle est cool. C'est un bel univers et tout. Et puis, ceux qui sont intéressés par cet univers-là, ça fait toujours une belle convention à laquelle se rendre et voir un peu des choses, du coup... faites par notre belle planète Terre, et je vous encourage à aller. Mais en tout cas, non, moi j'y serais pas. Bon, je serais déjà aux USA d'ailleurs. Comment tu as fait pour savoir tant de choses, genre au départ sans expérience? Eh ben, sur le tas. Un peu comme YouTube, un peu comme pour plein de choses. On s'en rend pas compte. Alors, même si on fait des études dans nos vies et que ça peut nous servir un peu et que c'est utile de faire des fois des études, un être humain apprend énormément de choses sur le tas. Et tout ce qui est chasse à l'orage, j'ai appris sur le tas avec... Après, j'ai eu de la chance de m'entourer des meilleurs. Hein. Je me suis quand même entouré pendant des années de Guillaume, de Yannick, de Oiseau. Alors, l'Oiseau, je crois que d'ailleurs, en termes de personnes, no troll, celui qui a vraiment poussé mon analyse des orages un peu plus loin que juste le radarscope, j'ai envie de dire. Donc d'aller voir le collège du Page, quoi que je regardais déjà un petit peu avant, mais pas vraiment de creuser un peu dans les données et tout, de regarder un peu les principes, les niveaux les points de rosée, tout ça, plein de petites choses qui peuvent te donner un peu des endroits en avance sur où ça va se passer. Et ben, si j'ai appris toutes ces petites choses, même si encore aujourd'hui j'ai énormément de trucs à apprendre, vraiment même des chasseurs super expérimentés apprennent encore aujourd'hui des trucs. Dites-vous que moi, c'est pas parce que ça fait 8 ans que je fais ça, et parce que je me suis entouré entre guillemets de très bonnes personnes, et qu'elles m'ont appris beaucoup de choses que je vais... Voilà. Je sais des choses qui me permettent, je pense, de chasser, pas les yeux fermés, mais quand même de me démerder et bien comme il faut, mais crois-moi que j'ai encore énormément de choses à apprendre, et on en apprendra toujours, tous les jours, chaque année et tout. Mais encore une fois, l'expérience, tuto YouTube, regarder des chaînes YouTube, être entouré de chasseurs continuellement dans la Tornado Alley, ça aide énormément aussi, et d'apprendre sur le tas. À force d'être sur le tas, et ben, je dis pas que tu vis les mêmes situations, mais globalement, c'est un peu un jour sans fin, la Tornado Alley. C'est sûr que chaque jour est différent, mais chaque jour sera... En fait, c'est un jour sans fin, mais avec un orage différent. Mais du coup, dans le processus de targeting, même si des variantes vont changer, c'est globalement la même chose. Donc, à force de faire ça à répétition, comme plein de choses que tu fais à répétition, comme le vélo, comme plein de trucs, bah t'apprends, et du coup ça te gave, le cerveau, hein, ça le remplit, et bah à force tu commences à avoir des mécanismes, à développer des mécanismes, ou même si tu sais pas lire encore toutes les données, t'as tellement d'outils à ta disposition, et tellement de mécanismes qui sont déjà pré-ancrés et préfaits en toi, que du coup c'est impossible pour toi presque de ne pas target une super cellule. À part vraiment si...
Si j'avais passé vraiment 8 ans à rien branler, à rien observer, non, mais c'est pas le cas. Du coup, comme j'ai énormément observé et lu des PC, des machins et trucs, eh bah en vrai, j'en parlais du coup dans mon film de 2000, Twisted Monster, ça fait du bien d'arriver à un stade où tu te lèves le matin et t'attends pas justement que les collègues chasseurs te donnent les bonnes ou les mauvaises nouvelles, tu les prends toi-même à la source et tu te renseignes, tu sais lire quand tu commences à savoir lire des modèles. D'ailleurs, je pense que le cap pour un chasseur de rage, c'est ça en fait vraiment le vrai cap où tu dis c'est bon, ça va mieux. C'est-à-dire qu'au début t'es un peu là en mode tu sais pas trop ce que tu vois devant ton écran, mais quand tu commences à comprendre ce que tu lis devant ton écran et quand tu commences à savoir lire les modèles météo, c'est là où ça devient vraiment intéressant, où c'est là où ça te prend au trip et tu te dis putain mais j'y arrive. Et moi j'ai eu ce déclic là que l'année dernière. C'est-à-dire que même encore l'année d'avant, même pendant Interceptor, j'étais encore en mode un peu novice et tout, et là vraiment ça va faire peut-être 2 ans et demi, 3 ans où ma connaissance elle a step up, tu vois, mais pas plus, hein, vraiment les 5 premières années j'étais en mode un peu... Puis encore une fois, moi à côté c'est pas mon métier, donc je m'y intéresse beaucoup mais je suis pas forcément obligé, c'est pas mon métier, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Mais vu que je crée quand même des films, bah je m'y intéresse un peu plus et du coup je mets un peu plus de temps. Et le fait de mettre un peu plus de temps et de t'entourer un peu de bonnes personnes, etc., qui t'apprennent des choses, fait que ton niveau de connaissance ça va monter, quoi, tu vois. Après tu vas atteindre, on va dire, un peu comme l'air chaud, au bout d'un moment, bah tu vas atteindre la tropopause et tu vas, si tu veux, mon enclume, je suis à l'enclume là. Donc là... je suis à l'enclume et je vais stagner et il y a plein de trucs encore que je sais pas encore bien comprendre. Mais en fait j'ai toutes les bases, j'ai un peu plus que les bases et après t'as tout le reste. Et tout le reste, ça va prendre des années. D'autres connaissances, ça fluctue et on a chacun a les siens et t'apprends ça vraiment sur le tas et sur le terrain. Et il y en a même qui chassent encore aujourd'hui, même sans... T'as l'outil, le téléphone, le machin, mais en vrai, les premiers outils, c'est tes yeux, et si t'arrives à comprendre déjà l'alimentation, l'air chaud qui rentre, boum, l'air froid, différencier d'un fractus, d'une tornade, de machin, d'une rotation, de comprendre comment écrire le crochet, etc., les cisaillements... Tu vois, c'est tellement... En fait, ça regroupe tellement de paramètres et de connaissances qui se goupillent après dans ta tête, bien comme il faut, mais ça devient instinctif. Mais au début, c'est dur. Parce qu'il y a tellement de trucs qu'au début t'es en mode mais putain mais c'est quoi tout ce bordel, les cisaillements des vents, les trucs, les différentes couches atmosphériques et qu'il y a différentes pressions et que selon les pressions ça peut faire que ça peut tomber, ça peut aller mieux, vaut mieux aller là. Et tu vois tout ça, c'est du terrain, du PC, des modèles, plus tu vas lire des modèles, du terrain, et après au bout d'un moment... tu vas retenir en fait ce qu'on appelle des constantes selon les chiffres, c'est-à-dire que c'est pareil, dans la pression tu as des chiffres qui font que si ça dépasse tant, bah tu sais que là ça va être bon et tout, et si ça dépasse... En fait c'est souvent des moyennes, et si les moyennes sont dépassées, tu sais que c'est mieux là, et même en sachant ces chiffres-là, et ces moyennes, parfois c'est faux. Tu vois, c'est pour ça que la métaux c'est tellement complexe, c'est tellement de trucs à apprendre et à comprendre que... Bah ouais, ça demande du temps du coup. Mais globalement l'expérience, elle va se faire sur le terrain, et... en compagnie de personnes de bonne fortune, j'ai envie de te dire. T'inspires comme ça pour sortir un album en peu de temps. Ah, tu parles des musiques de Twisted Monster, alors, c'est pareil, c'est un côté, on va dire que j'ai pas trop répondu en vidéo, mais sachez que, encore une fois, vous me voyez faire le con en vidéo, et vous me voyez souvent un peu fou, machin et tout, mais en même temps, vous avez une énorme patte artistique et créative qui est créée derrière, tu vois. Mais tout ça, en fait, c'est parce qu'il y a un énorme travail en amont. C'est-à-dire que c'est pas parce que je pars dans 2 mois à la Tornado Alley qu'au préalable, j'ai pas fouillé des centaines de sites, j'ai pas commencé à écrire des textes, j'ai pas commencé à imaginer des scénarios. En fait, quand tu crées un film comme Twisted Monster et Interceptor, c'est... Il y a toute la partie chasse, et sur le terrain, c'est de l'impro, mais il y a quand même énormément de choses que j'écris avant de les introductions, les idées. Il y a beaucoup d'improvisation, mais il y a énormément de recherche de musique, d'idées, de transition, de machin, de comment je vais filmer, de quel matériel je vais utiliser. Il y a un travail monstrueux que j'ai jamais montré en amont, et là je vous en parle du coup peut-être pour la première fois sur YouTube, mais il y a un boulot sur ce genre de film qui est
C'est pas un youtubeur qui a une équipe et qui le filme et le mec qui s'en bat les couilles, il est en roue libre, il fait un vlog, limite il s'en bat les couilles. Non. Là, il y a vraiment un boulot, mais c'est titanesque. Hein, je dis pas non plus que ça va me demander des années de travail, mais ça va me demander des mois de recherche, d'écriture. J'écris des trucs. Pareil, les textes, toutes les musiques du film Twisted Monster sont écrites. Tout est écrit. C'est-à-dire que c'est pas chanté au hasard. En fait, toi, t'as l'impression que c'est une musique comme ça, que je chante comme ça, ah là là, c'est rigolo et tout. Non, non. C'est des documents textes avec des lignes comme ça. J'écris, je chante. Parfois, je chante même 10, 15, 20 fois d'affilée jusqu'à ce que ça sonne bien, pardon. Donc, c'est vrai que j'ai jamais souligné ça, mais la dernière vidéo, Twisted Monster, c'est une des vidéos que j'ai mis le plus de temps à monter. C'est une des vidéos qui m'a demandé le plus de travail et c'est une des vidéos que j'ai le plus écrite, même 2 fois plus, voire 3 fois plus que Interceptor. Donc on a l'impression que c'est facile comme ça sort sur YouTube comme une fleur et tout, et ah merci, très belle vidéo. Ouais mais les gars, c'est des heures et des heures et des heures et des heures de montage, de post-production on appelle ça, et ça demande beaucoup de temps. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est comme ça que je fais. J'écris, je tapote, j'écris, j'ai une idée, je la note sur mon téléphone, et après je rentre chez moi, je le mets dans le bloc-notes et je mets l'idée en pratique. Et à force d'écrire, bah, ça te crée des petits vers, et les petits vers, après tu cherches des musiques qui correspondent un peu à ce que tu es en train de chanter. Donc si c'est une ambiance de western, tu vas essayer de prendre une musique de western. Et puis après, bah, je travaille mon accent. Donc si je veux chanter Diego, bah, je vais prendre un accent un peu mexicain, un accent un peu de western. Si je veux faire un truc un peu sérieux, je vais faire un truc sérieux, parce qu'il y a des chansons un peu sérieuses. Les puits de pétrole, c'est pas du hasard. Hein. Les paroles, le texte, c'est pas du hasard. Si tu décortiques les puits de pétrole, il y a un petit message qui va être passé derrière, même si ça reste rigolo. Et encore une fois, c'est pareil, mais en fait, il y a des touches d'humour, il y a des petits messages qui sont passés là-dedans, et certains voient du coup les subtilités, d'autres non. Et l'important, c'est que ça parle à des gens et que ça fasse rire aussi des gens en même temps. Mais voilà, encore une fois, tout ça, c'est écrit, c'est extrêmement travaillé, même si ça paraît pas, et ça me demande beaucoup de temps. Voilà, c'est simple, c'est les vidéos les plus travaillées de la chaîne. Mes les vidéos les plus travaillées de la chaîne, c'est les expéditions. Et les histoires de Days, certaines sont très beaucoup travaillées aussi, mais bon, là du coup ça sort du domaine des questions du jour, à savoir les questions donc sur la tornade allée. Enterrer la dinde. Non, elle a fini dans une poubelle. Quoi chasser les orages? C'est une très bonne question, mais aussi très simple, par envie et par passion, parce que je pense pas que tu peux chasser les orages dans un but je sais pas si ça existe, hein. Vous me direz, vous chasseurs d'orages en France, est-ce qu'il existe des gens, par exemple, je crois que même Chronique Chaotique il en vit pas, donc je pense pas que tu chasses les orages dans un but lucratif. C'est impossible. Je sais même pas s'il y a des gens aujourd'hui qui vivent de la chasse à l'orage. Donc peut-être c'est possible, mais je connais pas. Même pour vous dire, même un des mecs que je connais, qui fait du contenu YouTube Chronique Chaotique, même lui dit que c'est chaud et il galère et tout, tu vois. Donc moi je pense que tu chasses les orages par passion. Moi, en tout cas en moi, ce qui ressort, on va dire mentalement et comment dire, spirituellement de ma personne pour te répondre à cette question, c'est que juste j'aime ça en fait. Je saurais pas te définir pourquoi, et je saurais même pas te dire pourquoi ça fait 8 ans que je suis bloqué dans la boucle, mais je pense que c'est purement par amour du truc et de ce que ça te procure comme sensation. Je pense que c'est les sensations pures et très fortes que ça te procure qui fait que je suis encore accro à ce truc en fait. C'est-à-dire que j'ai ressenti des sensations quand j'étais en Norvège et en Laponie. C'était des bonnes sensations. J'ai ressenti des sensations en Islande incroyables, dans ce monde de glace incroyable. J'ai ressenti des sensations insane au pied du volcan qui étaient très pures et bonnes, tu vois. La Mongolie, c'était des sensations humaines et des sensations de vide incroyables aussi, tu vois, et de rencontrer des gens incroyables. Mais les sensations quand t'es devant un orage, c'est indescriptible. T'es devant cette force de la nature, elle est imprévisible, on sait pas à quoi s'attendre. Et en fait, je pense que nous, en tant que chasseurs, on chasse ça parce qu'on adore ce côté imprévisible de la chose.
C'est-à-dire que chaque orage est différent et tu sais jamais ce qui va se passer. Est-ce qu'il va faire une trombe? Est-ce qu'il va faire une tornade? Est-ce qu'il va faire un Gust Devil? Un Gust Neville? Est-ce que ça va être une belle structure? Est-ce qu'il va y avoir de la foudre? Est-ce que ça va être beau? Et c'est jamais au même endroit et c'est toujours des endroits différents et le fait de pouvoir composer avec la nature, pour ceux qui font de la vidéo, de la photo, il y a une espèce de plaisir qui se crée de se dire ah ouais, si je me mets là, si ça tape là et tout, et si vraiment ça se passe, c'est insane. Et en fait c'est juste du plaisir. Pourquoi les gens qui font du drift parce qu'ils adorent mettre des coups de volant et entendre le pneu et sentir l'odeur de la gomme, tu vois. Pour reprendre Tanguy Sirius, qui fait des très bonnes vidéos d'ailleurs de mecs qui font de la drift, tu vois. Pourquoi ce gars-là il drift avec sa bagnole? Parce qu'il kiffe ça, il kiffe les sensations. Je pense que chaque plaisir et chaque passion, tu l'as fait parce que je pense que tu kiffes les sensations que te procure et l'adrénaline que ça te procure. Moi c'est pareil, la bécane j'en fais parce que je kiffe en faire. Je kiffe ça, j'adore prendre des virages, j'adore poser le genou, j'adore rouler, accélérer et machin. Et les orages c'est un peu pareil, je kiffe les sensations que ça va te procurer tellement des sensations insane. C'est indescriptible, c'est vraiment chasser les orages, là vraiment pour le coup chasser, pas juste de les observer, mais chasser le processus de rentrer dans son corps énorme, de rentrer dans une voiture, de le conduire, de passer les vitesses, de se mettre au cul, de regarder le radar, d'être bien positionné. Tout ça, tout ce processus de vouloir capturer l'impensable va générer en toi et des émotions et des sentiments indescriptibles qui font que tu kiffes ça et que tu continues de le faire. Donc si je le fais encore aujourd'hui, c'est parce que je kiffe ça, tu vois, et que j'adore cette sensation de sortir de chez toi en trombe, de démarrer même à 4h du mat et de dire allez let's go, je vais tenter un truc. Et tu vois, je kiffe ça, j'adore ça, voilà. C'est des sensations qui font que je fais encore ça. Et pareil pour la bécane, si je refais du contenu de bécane 2, parce que je kiffe ça, j'adore ça, tu vois. Mais pour n'importe quelle, je pense, passion ou métier, ou passion, métier passion ou passion, tu vois, je pense que les gens le font parce qu'ils aiment ça. Il y a des gens, je pense, qui font des passions pour le pognon et tout, machin, mais je pense que la passion de chasseur d'orage, tu peux pas la faire pour le pognon, c'est impossible parce que ça rémunère pas. Tu le fais vraiment parce que t'aimes ça et tu kiffes ça en fait, tout simplement, tu kiffes ça, voilà. Faut être passionné avant tout d'un truc. Un quasi motorisé, un conseil sur un bon modèle. Alors moi perso, un bon modèle, je te conseillerais celui-ci là, le Value Shopper motorisé de Shopping Carts. Je trouve qu'il est pas très cher, tu le trouves à 2350 $, donc ça fait à peu près 2400 €. Et puis t'as vu, les proportions sont bonnes, on est littéralement sur à peu près ce que j'avais conduit moi de mon intro. Donc ouais, je te conseillerais ce modèle Amigo qui est vraiment pas mal, qui a l'air d'être bien, et puis tu peux tracter 227 kg, donc bon, je pense que t'es large si t'es un peu européen, et puis voilà, après t'as des modèles sans moteur, mais voilà, là t'en as un autre qui est à peu près dans les mêmes tarifs, tu vois, pareil avec un panier un peu plus amovible, pareil on est sur 2400 €, mais au niveau de la taille, je pense que celui-ci est pas mal, donc tu vas sur Yara Corp et t'auras un très beau caddie motorisé que tu pourras te faire livrer, je pense que c'est chez toi sans problème, voilà, j'espère avoir répondu à ta question bien sûr. Donc voilà, c'était du coup la dernière question, si vous en avez d'autres qui concernent vraiment là, la FAQ elle est vraiment focus sur mes 7-8 dernières années de chasse, enfin plutôt 7 et on part sur 8 là je crois. Mais si vous avez des questions, l'espace des commentaires est fait pour vous, j'ai répondu quand même à beaucoup de questions dans cette vidéo, c'est ce qui m'a été sélectionné, donc je pense que c'est déjà pas mal. Vous avez eu un beau florilège de réponses, et si vous en avez d'autres, encore une fois, l'espace des commentaires est fait pour vous. Je sais pas si je referai une autre FAQ comme ça, donc encore une fois, si vous avez la moindre question subsidiaire ou additionnelle, vous la mettez dans l'espace des commentaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus motorisés ou orageux, bien évidemment, ou daysiens, parce que je fais un peu du coup les trois, hein, c'est un peu les trois secteurs où je crée du contenu en ce moment, depuis maintenant des années. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Et puis si elle ne vous a pas plu, allez vous faire enculer quelque part, j'en ai rien à foutre.